heureuse de vous retrouver les vendredis soirs sur Europe 1. En cette rentrée, vous le savez depuis lundi, l'émission vous donne désormais rendez-vous dès 22h30 jusqu'à 1h du matin et vous pouvez nous appeler dès 22h au 39 21. Alors, comment se passe cette rentrée ? Dans quelle énergie êtes-vous ? Déjà découragé après de bonnes vacances avec le sentiment d'un éternel recommencement ? Ou au contraire plein de désir et d'envie d'en découdre ? Nos attentes sont bien souvent au cœur de nos déceptions. On passe beaucoup de temps à courir après nos attentes ou à regretter le passé. Mais le présent dans tout ça, mystère. On le laisse passer sans être attentif, sans être présent à ce qui est, à ce qui vient. Bref, on peut se l'avouer dans cette émission où toutes les confidences sont les bienvenues. On se complique parfois la vie. L'idéal d'un bonheur ou d'un bien-être absolu que l'on devrait vivre à tout prix nous empêche de découvrir dans le présent un tas de choses que nous ne remarquons pas ou plus. D'ailleurs, quand on se sent en échec, c'est bien souvent que nous comparons le résultat de notre expérience avec notre attente déçue. Forcément déçue. Allez, on est ensemble au présent ce soir et en direct pour vivre dans l'ici et maintenant ces 2h30. Jeanne est là au 39 21 pour recevoir vos appels. On échange autour du sens de la vie et de nos soucis dans cette émission qui est réalisée ce soir par Fabrice Fougerose. Vous pouvez aussi apporter vos commentaires à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21, commençant votre texto par le mot nuit. Ils sont précieux pour aider les auditeurs et m'inspirent bien souvent des éléments de réponse. Vous pouvez également dialoguer avec nous par mail sur le site europe1.fr. 39 21, j'attends vos appels. Bonsoir Claude. Bonsoir Sophie. Bienvenue dans la libre antenne. Merci. Alors Claude, je crois que vous vouliez nous parler de votre couple, c'est ça ? Oui. Oui. Tout à fait. Je mène une histoire un peu spéciale. Ouais. Il y a 3 mois avec Caroline, il y avait une émission qui a duré 1h20. Ouais. À la suite du football ? Une rupture avec mon ex. Ah, ouais. Ouais. Et cette dame, où on est resté 5 ans et demi, Oui. subitement, pour des histoires de famille, des histoires d'argent, pour pas mal de préoccupations majeures, bien sûr. J'ai expliqué ça à Caroline, au téléphone, à radio plutôt. Ah, vous étiez déjà passé dans l'émission, c'est ça que vous me dites, Claude, c'est ça ? Oui. D'accord, oui. Oui, Sophie, oui. Oui. Et alors, il y a une personne, je ne peux pas dire son prénom puisque c'est interdit, a surpris, a écouté l'émission. Oui. Où Caroline me disait, Claude, il faut arrêter, puisque avec votre ex, c'est terminé. Faites comme si ça se serait passé. Faites comme si... Là, je suis angoissé. Hein. Oui, j'entends. J'ai des manques parce que depuis 3 mois, je souffre. Oui, je sens à votre voix, à votre souffle. Oui, comme une oppression. Cette personne a écouté l'émission. Donc, la femme avec laquelle vous étiez quasi en rupture, c'est ça ? Cette personne en rupture a écouté l'émission, mais n'a pas intervenu. Elle n'est pas venue sur l'émission. Oui. Par contre, la dame qui a écouté l'émission, elle est intervenue par la suite. Oui, il y a donc une dame qui est intervenue que vous ne connaissiez pas, c'est ça ? Je ne connaissais pas. D'accord. Pas du tout. Oui. Et alors, comme Caroline m'avait dit, il faut faire un trait sur votre ancienne compagne. Votre épouse ne veut plus de vous pour des raisons que vous savez, qu'on connaît tous maintenant, puisque vous nous avez expliqué la situation. Mais ça s'était arrêté là. Comme j'avais dit, Caroline, c'est terminé. Maintenant, je suis au courant de la chose. Elle m'avait dit, n'essayez pas d'intervenir, ne faites rien pour ne pas être désagréable envers votre ex. Donc, l'émission s'est arrêtée là. Et, tout le monde a dit bonsoir. Hein, et 10 minutes après, un quart d'heure après, je reçois un coup de téléphone. Oui. Mais dans la conversation avec Caroline, j'ai dit mon nom. Oui. Et elle s'est servie de mon nom. Elle a retrouvé mon nom, mon prénom et mon numéro de téléphone.
elle m'a téléphoné dans la soirée, dans la nuit, puisqu'il était déjà presque... Mais Claude, dans l'émission, on ne donne pas ni son nom de famille, ni son lieu d'habitation. Non. Comment non. elle aurait pu avoir votre numéro? Enfin bon. Le numéro, tout le monde le sait, puisque je le dis à la radio là maintenant. Non, on ne connaît pas votre numéro, je vous rassure. Non, personne ne le connaît, Claude, votre numéro. Bon, enfin bref, cette femme a trouvé votre numéro. Bon, et vous la connaissiez pas, enfin. Non, je la connaissais pas du tout. Et elle vous appelait pour vous dire quoi? Qu'elle était enchantée, elle était très très préoccupée par cette histoire d'amour avec mon ex, et que j'avais beaucoup de mérite, elle avait fait toute une histoire de charme. Oui. Moi, comme j'avais terminé avec mon ex, c'est toujours un bon cœur qui arrive. On le prend, quand on est aux abois comme ça, parce que le fait d'avoir être parti de mon ex, j'étais dans un état lamentable. Alors je reviens à elle, à cette dame. Elle me dit je pars en congé demain ou après-demain, la veille ou le lendemain de l'émission, et on se rend compte qu'on aura une autre fois une conversation agréable entre vous et moi. Et les jours sont passés, puis elle est partie en congé. Et j'ai reçu une carte de là où elle était. Une carte magnifique, gentille. J'ai senti à l'écriture et à la façon d'avoir écrit cette carte que c'était quelqu'un de bien. Parce que il faut que je vous dise que je suis ingénieur dans la recherche. Alors, je suis de bonne famille. Pas de problème, je suis en bonne santé, et puis je sais de quoi je parle. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite alors par la suite, elle a commencé à m'envoyer des lettres, alors des lettres magnifiques. J'en ai reçu une quarantaine. Alors tous les jours, matin, midi, soir, nuit, le téléphone. Quand je l'appelais pas moi, c'est elle qui m'appelait. Elle me disait, je regarde la pendule, il me tarde que l'heure arrive pour que tu m'appelles, pour que je t'appelle. Et on restait jusqu'à 1h du matin, mais alors pendant 9 semaines, comme ça, le matin, l'après-midi, la nuit, mais alors j'étais enchanté. Je revivais de la je comprends, de mon bien ex. sûr, bien sûr. Et alors comment ça a évolué là, cet échange? Cet échange a évolué parce que comme elle habite la région de Paris, j'avais dit je vais acheter un pavillon ou une villa. Et on va s'installer à Paris, de côté de chez toi. C'était un peu rapide, Claude. Vous étiez pas vu encore. Oui, mais bon, c'est pas grave. D'accord. C'est 9 semaines. Oui, d'accord. Enfin, vous étiez prêt, vous étiez prêt à bouleverser votre vie pour elle. Absolument, d'accord. Oui. Et alors, vous vous êtes vu? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors voilà. Le 10 août, je contacte cette femme, donc? Je la contacte et je lui dis j'ai pris à l'hôtel Continental. Je paye moi-même. Je dis pas le prix parce que c'est... c'est pas la peine. Oui, c'est pas la peine. Voilà, tu viens pour 10 jours, 15 jours, et si ça marche pas, si tu peux pas venir... Parce qu'elle s'occupe son petit-fils qui est handicapé. D'accord. Elle l'adore, ce gamin. J'ai dit, si tu as des problèmes avec le petit, je me suis arrangé avec le patron de l'hôtel, et tu pourras venir le 20. Ou alors le 25, c'est-à-dire après, je vais téléphoner et retarder l'autre séjour. Elle me dit, c'est d'accord. Bon, alors je téléphone à l'hôtel et puis j'explique la chose. Puis on est resté comme ça, bien. Bien dans ce projet, dans ce joli projet. Dans le projet. Voilà. Moi, et donc arrive la date, la fameuse date. La fameuse date. Je contacte pour avoir un pavillon, pour aller faire connaissance avec elle, chez elle. Je dis, j'achète ou je loue un pavillon, et pendant le temps où je serai là-bas, on fera connaissance. Donc,
à partir de là, on verra de quoi il retourne, Oui. toi et moi. Bien sûr. Il n'y a pas de problème, mon ange, il n'y a pas de problème. Je t'aime, et si l'un et l'autre, elle pleure, elle n'arrête pas de pleurer. Ah bon? Elle n'arrêtait pas de pleurer. Ouais. Tout le temps, pendant ces 9 semaines, elle pleure tous les jours. Je me demande pourquoi. Je me demande, à la limite, si elle n'est pas contrainte par sa famille à cause de ce petit. J'avais ma Lancia Delta, une voiture extraordinaire. J'ai envoyé le livre, je lui ai dit, tiens, tu diras au petit que je lui offre. Mais attendez, Claude, là vous êtes en train de nous raconter que ça s'est pas très bien passé entre elle et vous parce elle pleurait tout le temps en fait, elle allait pas très bien. Elle pleurait tout le temps parce que je ne savais pas d'où ça venait. Et elle vous en parlait pas quand vous la questionnez, quand vous l'avez... Alors je lui ai dit, est-ce que ton fils est d'accord pour qu'on fasse quelque chose de grand, de pur? Mais elle vous a pas expliqué pourquoi elle pleurait? Non mais Claude, vous allez très vite. Vous allez très vite. Est-ce que elle vous a expliqué, ce que vous lui avez posé la question, pourquoi elle était triste comme ça et qu'est-ce qui la faisait pleurer? Je comprenais en elle qu'elle n'osait pas me le dire. Mais je pense que le petit, qui est le fils de son fils. Vous pensez qu'elle n'a pas osé vous le dire, en même temps vous n'avez pas posé la question. Comment ça s'est terminé? Comment ça s'est terminé alors ces semaines-là? Chacun est reparti chez soi, vous en êtes où aujourd'hui? Alors là, je suis tombé malade, j'ai perdu connaissance. Samy est venu. Le docteur, tout le bastring sont venus à la maison. J'ai téléphoné. Elle pleurait. Donc ça, c'était tout récent, hein? C'était la semaine dernière? Oui. Elle m'a dit, je ne peux rien faire pour toi, je t'en supplie. Je suis triste, je mérite que tu m'insultes, que tu me dises... Non, mais Claude, peut-être que cette femme était très heureuse de votre échange par lettre, par coup de fil, et qu'elle sait qu'une fois dans le présent, elle a une vie qui, lui permet peut-être pas de vous offrir à la fois ce que vous souhaitez vous et peut-être ce qu'elle souhaiterait elle. Peut-être que c'est de se retrouver dans le présent, justement, dans la réalité d'une certaine vie, ou peut-être qu'elle, tout d'un coup, elle a plus vu comment faire pour la relation. Mais écoutez, Sophie, elle me disait elle-même au téléphone, elle embrassait le téléphone, elle me disait je veux continuer avec toi. Oui, et puis une fois, bien sûr, il y a ce qu'on veut, puis il y a quelquefois ce qu'on peut, puis confronté à une réalité, il y a, peut-être qu'elle est dans autre chose. Où vous en êtes là aujourd'hui? Très, très intelligente. Oui, où vous en êtes aujourd'hui, Claude, là, ce soir? Dans quel état d'esprit vous êtes? Je suis très, très bas. Moi-même, très bas. Oui. Qu'est-ce que vous vous dites? Les téléphones. Elle a tout coupé, oui. Ouais. Qu'est-ce que vous vous dites de tout ça? Comme je n'ai plus la possibilité de la joindre par téléphone, je lui envoie des messages comme on faisait autrefois. Oui. Ça me coûte à chaque fois 30 €, mais je m'en fous. Je n'ai rien à faire de ces 30 €. Je lui en ai envoyé une quinzaine. Vous avez des amis, Claude? Vous avez des gens autour de vous? Non, j'ai personne. Ouais, ce serait bien, je sais pas, essayer de trouver un cercle, une activité, quelque chose pour sortir de là, parce que vous raccrochez à elle. Elle se raccrochait un peu à vous. Sophie, je suis un homme bien, dans tous les sens. Hein. Je suis beau, je suis grand, je suis jeune, j'ai une bonne situation, je suis ouvert à tout. Mais ce qui m'arrive là, avec mon ex, c'est-à-dire Marcel, pardon, oh là là, j'ai rien dit, non, c'est pas vrai. Alors, comme je vais vite faire pour essayer d'étouffer la chose, excusez-moi. Et avec elle, avec cette nouvelle personne, je pensais retrouver quelque chose. Oui, bien sûr, il y avait plein d'espoir, il y a plein d'attentes déçues, Claude, et puis vous êtes allé très vite, vous étiez déjà projeté dans une vie nouvelle, dans une maison, dans une vie ailleurs. Ça va trop vite, posez-vous un peu, vous êtes essoufflé parce que, posez-vous un peu avec vous, essayez de regarder autour de vous, les gens proches, de tisser des liens dans votre environnement familier, voyez, essayez d'apercevoir autre chose. Vous voulez
j'aille chercher ailleurs ce que je ne peux pas avoir avec elle. C'est ça? On n'en sait rien, mais là, dans ce que vous racontez, si vous voulez, c'est allé très vite. Émotionnellement, elle a eu du mal à vivre ça. Sophie, est-ce que vous pensez que ce que je peux penser moi-même, qu'elle est en rapport avec son petit-fils, qu'elle a des problèmes à cause de lui et qu'elle met le petit-fils entre nous et elle, mais je lui ai dit, il n'y a pas de problème entre Titoine et moi. Oui, mais ça lui appartient, Claude, ça lui appartient. On ne sait pas, elle ne sait pas, elle a pleuré, elle vous a rien dit. Comment vous voulez, vous n'allez pas faire des hypothèses et des suppositions. Là, c'est important que vous recentriez un petit peu sur vous, que vous trouviez un peu d'apaisement en vous-même, dans votre environnement familier, avec éventuellement... J'ai tout essayé. Avec Caroline, pendant ce mois passé, j'ai essayé de faire connaissance avec d'autres filles. J'ai fait installer des amis chez moi depuis 2 jours. Oui, mais Claude, des amis... Non, ça passe pas. Oui, mais Claude, déjà rien que de l'amitié, rien que d'aller... de sortir de chez vous, de faire une activité, vous allez rencontrer des amis et puis... Je sors un peu partout, oui. Je suis connue de partout. À Pau, on me connaît, monsieur Dubreuil, il faut arrêter, me dit encore tout à l'heure le docteur, il faut arrêter. Eh bien alors écoutez votre docteur, Claude, il faut arrêter. Hein. Bon courage à vous, Claude. Je vous souhaite vraiment beaucoup de courage et lâchez un peu tout ça, restez un peu avec vous et tentez, je vous souhaite de trouver un peu d'apaisement. Bonsoir Claude. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans la libre antenne pour ces 2 heures de direct. Et non, Christelle, c'est pas fini, il n'est que 23 heures, l'heure habituelle de démarrage de l'émission. Mais pour ceux qui ont zappé le début de la rentrée de Europe 1 lundi, l'émission démarre désormais à 22h30. Jeanne est là, fidèle au poste, qui reçoit les appels au 39 21. Et c'est Fabrice Fougerouz qui réalise cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez nous adresser vos SMS au 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou nous envoyer un mail sur le site europe1.fr. Et puis, comme d'habitude, j'attends vos appels au 39 21. Bonsoir Aline. Allô ? Oui, bonsoir Aline. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Je vous entends extrêmement mal. Ah, et nous, on vous entend très très bien Aline. Ah bon, dans le studio. Écoutez, moi, je vais vous êtes là avec moi. Tendre l'oreille. Je vous remercie de me prendre à l'antenne. Je remercie plaisir. Jeanne également pour son accueil sympathique. Et voilà, j'ai pensé vous appeler aujourd'hui parce que pour me resituer dans le temps, d'abord, je vais vous faire une concurrence déloyale. Oui, allez-y. Mais bon, j'ai relevé c'est déloyal. Une jolie citation. Ah, super. Et comme j'ai pas pu entendre la vôtre aujourd'hui, eh bien, vous allez me dire si vous la connaissez. Je pense que oui. Oh, c'est pas sûr. Quand il y a le silence des mots, se réveille trop souvent la violence des mots. Jacques Salomé. Ah, mais non, je connaissais pas cette citation de Jacques Salomé. C'est très beau. Quand il y a le silence des mots, réveille... Quand il y a le silence des mots, j'ai dit, tiens, ça c'est très joli. Des mots M-O-T-S. Oui, bien sûr. Se réveille trop souvent le silence, la violence des mots M-A-U-X. Jacques Salomé, et ça m'a bien plu. J'ai trouvé que c'était ça me plaît aussi beaucoup. Très révélateur, ma foi. Merci Aline, de ce partage. Et comme vous aimez bien ça, et moi aussi. Et oui. Je vais vous faire très une concurrence déloyale. Non, pas du tout. Vous venez partager avec moi ce que j'aime beaucoup. J'adore ça, j'adore les citations, j'adore les poèmes, pas de la concurrence. Plein de choses comme ça. Bon alors, maintenant, pour pas prendre quand même tout le temps. Pour pas qu'on papote toutes les deux quand même. Donc, je vous avais appelé, Sophie, pendant les vacances de Pâques de Caroline. Oui. Quand vous la remplaciez pendant les vacances de Pâques. Oui. Alors, à savoir que je vous avais expliqué que je ne travaillais plus. Oui. J'étais aide-soignante en gériatrie suite à un burn-out. Oui. Et je n'ai pas pu reprendre mon travail. Oui. Bon, ceci dit, ça va quand même beaucoup mieux parce que je fais un travail vers un psychiatre psychothérapeute. Oui. Et puis, au début, j'ai eu des médicaments, mais maintenant, ça fait depuis
début 2012, enfin mi-2012. Et donc, j'ai changé de thérapeute parce que ça n'allait pas trop avec le premier. Et avec celui-ci, ça passe très bien, ça va très bien. Ah, super. Donc, je vous avais posé la question parce que ça m'avait interpellée. Voilà, pour vous remettre un petit peu dans le ton, je vous avais dit, je vous avais demandé... ça m'avait posé question parce que j'avais posé la question. Oh là là, je me répète, c'est pas beau. Non, c'est pas grave. J'avais posé la question à mon psychiatre en lui disant, eh bien maintenant, que mes enfants sont élevés, que je ne travaille plus, à quoi je sers? Et il m'avait répondu, quelle bonne question philosophique. Oui, je me souviens maintenant, voilà, ça me revient, tout à fait. Et vous, alors après, donc il m'avait expliqué... disons que ce soir, je suis nettement mieux que le jour où je l'avais appelé. Ça m'avait quand même... C'est vrai que parfois, quand on ressort des séances, soit on est bien, soit on est très bouleversé. Oui, très bouleversé. Oui, mais vous avez tout à fait raison. Je pense que ça, vous pouvez le partager avec pas mal d'auditeurs qui font un travail sur eux. C'est le travail qui se fait. Oui, c'est le travail qui se fait. Je pense. Oui, et puis à partir du moment où on met quelquefois des mots, pour reprendre tout à l'heure votre citation... Mais quelquefois, ça bouleverse aussi ce fameux silence qu'il y avait à l'intérieur, donc on sort un petit peu chamboulé, en fait. Ah oui, je suis ressortie. C'est pas l'objet de mon appel, non, mais je ne veux pas trop m'étendre là-dessus. Non, mais sinon, on va se faire une séance en buvant un café. Non, mais c'est bien de le partager avec d'autres parce que quelquefois ça interroge. Il y a quelques fois où je suis sortie très bouleversée. Oui, et puis... je lui ai redit la fois d'après, ça se passe bien. Voilà, l'objet de mon appel aujourd'hui, donc c'est que cette fois-là, il m'avait expliqué que quand il n'y avait plus de vie, qu'il n'y avait plus de réseau social par rapport à un travail qui pouvait être... estompé, c'est pas un mot très très juste, mais enfin par plein de choses, et que la famille était aussi plus ou moins, on pouvait pas trop compter dessus parce que voilà. Et sur quoi s'appuyait-on alors? Et moi je lui avais répondu sur soi-même, ma foi, mais bon. Ou des amis, mais voilà. Et vous m'aviez à juste titre, parler du sens de la vie. Et parler du livre du docteur Frankl, Viktor exactement. Frankl. Et je l'ai trouver acheté, un sens à sa vie. Je l'ai lu et il est extrêmement beau. Magnifique. Il est beau et en plus, il est prenant, mais bon, et en plus, lui, il a élaboré une thérapie, la logothérapie. Voilà, alors je rappelle peut-être Aline, du coup je fais une petite parenthèse. Oui, Aline, je fais une petite parenthèse pour les auditeurs qui vous écoutent. C'est le docteur Frankl était donc un psychiatre originalement déporté à Auschwitz avec toute sa famille, et dans les camps il a initié cette thérapie qu'il appelait après la logothérapie, la thérapie par le sens, et il a compris en fait au sein des camps que la survie passait par le fait de donner un sens à sa vie, et que ça aidait, et il explique un peu tout ce cheminement d'une façon magnifique puisque lui est un rescapé. Effectivement, je l'ai lu avec beaucoup d'émotion et aussi de plaisir, je vais dire mêlé. Oui, parce que c'est une belle... J'ai bien compris. C'est une histoire très prenante. Les 3 voix comment il mettait dans la logothérapie, une réalisation, je dis ça de mémoire, mais une réalisation d'une mission ou d'une œuvre. Oui, exactement. Un amour ou une amitié qui établit des liens. Deuxième, qui favorise le contact avec la nature ou avec l'art, justement, il me semble. Ensuite, permettre une sorte de résilience, peut-être, en 3e position, qui permet à la personne de voir les choses avec une attitude plus positive par rapport aux souffrances de la vie et aussi à la mort. C'est ce que j'en ai retenu. Voilà. Formidable. Et alors... Moi, pour me refaire un réseau social, je me suis dit que puisque j'allais servir à quelque chose et j'allais redonner du sens à ma vie en faisant éventuellement du bénévolat, et puis j'en ai donc parlé à mon thérapeute. Et celui-ci, il n'est pas contre, bien sûr, puisque mais lui, il m'a dit, je pense que
ce serait bien pour vous d'abord, parce que vous êtes quand même encore convalescente sur certains points. Ce serait peut-être bien, moi je vous vois bien dans le bénévolat, d'autant que j'en avais fait auparavant, mais bon, je vous verrais bien, comme vous aimez lire, vous aimez écrire, vous aimez dessiner, voilà, donc la peinture un petit peu, mais pas trop, quoi. Bon. Mais par contre, j'aime beaucoup tout ce qui touche aux arts, et voilà. Ouais, et, bon. ouais. Et donc, il m'a conseillé l'art-thérapie. Ouais. Et c'est l'objet de mon appel. Ouais. Pour savoir un petit peu ce que vous en pensez, vous. Ah. Alors, lui, il m'a dit que ça se pratiquait dans un hôpital où il avait exercé. Ah, d'accord. Lui, en fait, mais que c'était pas des uniquement ouvert aux patients de cet hôpital, que c'était ouvert à d'autres personnes, telles que moi, telles que d'autres personnes qui souhaitaient y aller, et que, voilà, bon, il y avait différents. Donc, j'ai pris contact, j'y suis allée une première fois. Super, ouais. Et j'en suis restée là pour lui en reparler, parce que ça m'a un peu, pas déstabilisé, le mot est trop fort, hein, mais je me suis pas sentie forcément très à l'aise, même si j'ai été très très bien accueillie. Et je lui ai expliqué la dernière fois où je l'ai vu. Oui, ce qui vous avait mis mal à l'aise. Là, je le revois le 10 septembre, puisqu'il était en vacances. Et donc, voilà, je lui ai expliqué et je lui ai dit, moi, docteur, je dessine, mais je recopie quelque chose sur un joli dessin, quelque chose, et j'y ajoute un petit peu de ma patte. Oui. Mais je sais pas faire, comme me disait le monsieur qui m'a accueilli, l'art-thérapeute, je sais pas. Et il m'a dit, mais ça s'apprend, ça, madame. Mais faire quoi? Et je suis sûre qu'à travers l'écriture, donc il y a des ateliers d'écriture aussi. Ça, j'ai pas. Mais ce que je comprends mal, Aline, j'ai pas vu parce que c'est fait par un médecin, il était en congé. D'accord. Et donc, il y a quelque chose que je comprends mal, Aline. C'est qu'est-ce qui vous a mis mal à l'aise? C'est le fait de pas vous sentir entre guillemets au niveau, enfin pas vous dire bah non, j'ai pas ma place, que je sais pas faire ou je comprends pas. Ou est-ce que le malaise était ailleurs, par les gens ou par l'atmosphère du groupe? L'atmosphère, oui. J'ai été super bien accueillie par l'art-thérapeute. Oui, non, mais c'est pas le sujet. Je cherche à comprendre qu'est-ce qui vous a mis. Dire que ce serait malhonnête de ma part de dire que la présence de patients, parce qu'il y a des patientes de l'hôpital qui y vont aussi, ça m'a pas forcément mise mal à l'aise, mais j'ai trouvé que dans cet atelier, c'est ce que j'ai dit, écoutez, pardon pour ceux que je vais heurter, mais bon, j'espère que non. Je l'ai dit à mon thérapeute, je lui ai dit, écoutez, j'ai trouvé que, bon, c'était tout fouillis là-dedans, c'était tout un peu n'importe comment, et voilà. Alors il m'a dit, évidemment, vous êtes minutieuse, tout ça, mais il faut lâcher. Donc, même si c'est tout comme ça, moi, je suis sûre que vous allez trouver votre place. Ne restez pas sur une première impression, et je suis sûre qu'à travers l'écriture ou le dessin, vous allez pouvoir lâcher des émotions que vous ne pouvez pas lâcher autrement, puisqu'en plus, vous aimez ça. Et vous en pensez quoi, Aline, alors de sa réponse? Pardon? Vous en pensez quoi de la réponse de son médecin? Ah bon, bah alors voilà. Donc vous le sentez bien. Mais je voulais vous entendre, vous. Parce qu'après, en vous écoutant, je me disais, vous pouvez... Avec une voix d'une délicatesse et d'une douceur incroyable, à l'écoute. Mais alors, je sais pas, je sais pas, bon, il y a vraiment quelque chose en vous d'extrêmement... Ah, c'est gentil. Bon, je vais pas vous analyser. Non. Je sais pas. Extrêmement profond, extrêmement... Aline, c'est adorable. En empathie avec les gens, bien sûr que ça... Il y a le métier, mais il n'y a pas que ça. Mais non, mais vous êtes mignonne. J'ai passé un mois d'août délicieux. Bon, maintenant mieux. Mais Aline, pour en revenir à vous, je me demandais en vous écoutant si on pouvait pas imaginer. Vous voyez, j'ai cherché à comprendre où était ce sentiment diffus de malaise, c'est-à-dire s'il est effectivement dans le groupe, parce que peut-être quand même que la présence de psychotiques, puisqu'on est quand même en art-thérapie, en psychiatrie, c'est particulier. Oui. Parce que je me disais en vous écoutant, oui, bien sûr, l'écriture, le dessin, tout ça très bien, mais vous pouvez sûrement trouver dans votre ville
il y en a dans toutes les municipalités, des associations, vous savez, des ateliers d'écriture. Oui, mais il y en a dessin. Ici, où j'habite, oui. D'accord. Alors je me demandais si, pour en avoir le cœur net, vous voyez, de votre ressenti, et que votre décision soit bien à vous, c'est-à-dire que ce soit ni celle de votre psychiatre, ni d'ailleurs, ça va pas être la mienne non plus, d'aller faire une petite expérience, de faire, comme c'est la rentrée, vous savez, tous les ateliers vont reprendre. J'ai reçu d'ailleurs des prospectus dans ce sens-là. Voilà, et souvent, vous savez, le premier est gratuit, on peut faire un truc, un cours d'essai, voilà. Alors peut-être ça vaudrait le coup de vous dire, tiens, je me coche 3 ateliers qui m'amusent, je vais à 3, je vous dis n'importe quoi, enfin écriture, peinture, ce qui vous plaît, peut-être même il y a des trucs de poésie, là, j'entendais que vous aimiez la poésie, et comme ça, vous faites une opinion à vous, juste à vous. Oui. Que c'est pas la mienne, c'est pas celle du psy. Le psy a peut-être raison en soi, mais lui, il m'a dit après, si vous ne pouvez pas, il est bien évident que si vous vous sentez mal au bout ne vous fiez pas à une première impression. D'accord. Bon, moi je lui fais extrêmement confiance, ça passe très bien. Bon, je me suis dit, c'est vrai que. Oui. Mais c'est vrai que j'ai été dérangée. En effet, dérangée. Ce qui serait intéressant, c'est de voir avec lui sur quoi. Oui. Je sais pas comment vous expliquer. Il y avait quand même pas mal de monde, ce qui est sûrement normal. Mais pas mal de monde. C'est un groupe de combien? 40. Écoutez, c'est variable. Ça dépend. Les gens qui veulent venir ou le médecin leur indique d'y aller. Enfin bon, voilà. Oui, d'autres puis comme ils sont pas en hôpital de jour, par exemple. Oui, c'est ça. C'est pas mon bien cas, sûr. mais enfin, il y en a d'autres qui viennent sur des RTT, m'a dit l'art thérapeute. Et donc, j'ai quand même posé un petit peu la question, mais il n'y avait pas le médecin. Donc, comment ça se passait les ateliers d'écriture? Donc, c'est un peu, on m'a répondu ça, maintenant il faut voir. Le médecin donne un texte et à partir de ce texte, on ressort des choses, peut-être des émotions d'auteur, c'est moi qui le dis ça. Ou alors, c'est à nous sur un thème. Voilà, c'est ce que m'a dit la personne qui m'a reçue. Mais elle savait moins bien puisque c'était pas elle qui le faisait, cet atelier. Mais vous savez, Sophie, au départ, je voulais m'inscrire dans un atelier de dessin. Enfin, voilà. Et c'est en parlant avec le thérapeute qui m'a dit, mais faites votre expérience. Bien, moi, je trouve, voilà. Mais Aline, moi, surtout l'environnement, moi, qui m'a un peu, et donc je lui en ai fait part. Mais parce que l'environnement, Aline, l'environnement, il est forcément un petit peu bousculant pour vous, puisque vous définissez comme convalescente, enfin comme ayant fait un trajet, donc vous le ressentez ça, et vous vous retrouvez avec des personnes, et c'est comme ça, qui sont sur un autre chemin, qui peuvent vous renvoyer quelque chose de vous qui vous angoisse, qui vous stresse, et pourquoi pas. Enfin, vous voyez, ça peut être compliqué je comprends bien. pour vous à vivre. C'est pas du tout un jugement sur eux, c'est simplement qu'en vivant ça peut être angoissant pour vous. Je peux le comprendre. Pour voir, parce que moi je crois qu'il faut faire. Non, il faut faire vos expériences, Aline. J'ai téléphoné le matin si je voulais venir l'après-midi à une séance pour revoir. Et après, bien sûr, si on veut des résultats, je suppose qu'il faut. Pas en une fois, 2 fois, mais qu'il faut continuer dans le temps. Oui. Et moi, c'est vrai que j'ai pas été emballée par cette atmosphère-là. Moi, je me voyais plutôt pour dessiner ou pour écrire, ou dans un cadre plus... Pas un cadre, enfin, pas quelque chose d'encadré, mais moins brouillon, voilà, je trouve que ce mot-là. Oui, brouillon. Faites-vous confiance vraiment, Aline, et pour vous faire confiance, pour ancrer ça, vous faites vos expériences à vous ne trahissez personne, ni même votre psy. Voilà, vous retournez éventuellement là 1 ou 2 fois pour voir. Et puis comme c'est la rentrée, vous testez autre chose. Là, il y a des auditeurs qui disent je pratique l'art-thérapie, mais pas en hôpital. Et c'est vrai que cette dame m'aide beaucoup, persévérer. Bon, là, c'est pas l'hôpital. Il y a Christelle qui dit que ça fait 5 ans et qu'elle pratique l'art-thérapie, qu'elle trouve sa place, que cela m'apporte en 2 mots oser être et aimer peindre, dit Christelle.
Là, il y a divers ateliers, donc je ne veux pas prendre tout votre temps, Sophie. Non, c'est pas bien sûr. mon objectif, mais il y a différents ateliers. Oui, donc sûr. Peinture, il y avait la sculpture, ils ont arrêté pour X raisons, je ne sais pas. Moi, ça me déplairait pas non plus, à savoir que je ne sais pas faire des sculptures, mais que j'aime beaucoup toucher la terre. Oui, ça permet, d'accord. Donc ça permet un large éventail. Bon, maintenant, écoutez, si mais bon, le monsieur me l'a fait voir. J'ai dit, c'est même. Bon, voilà, moi la terre, c'est quelque chose d'important. Oui. Ah, bah oui, les arbres, la terre. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a de la photo. Bon, ça, j'en faisais en amateur, moi, mais j'ai pas envie de penser dedans. Il y a le dessin, il y a la peinture, et il y a cette écriture. Donc, voilà, il y a différentes sortes. Mais, je sais pas, c'est cet environnement. Et je lui ai bien exprimé du mieux que j'ai pu. Apparemment, il a bien compris. Il a bien compris. Mais, alors, il vous suit. C'est bien. Restez pas sur une désagréable impression d'une première fois. Donc, il vous dit un peu la même chose que moi, Aline. Moi, je suis sûre que ça vous irait bien. Enfin, bonne chance. Tenez-nous au courant de vos ateliers, puis faites vos expériences. Hein. En tout cas, bonne nuit, Aline. Merci de nous avoir appelés. Ce livre que vous m'aviez dit, il y a un livre qui pourrait vous aider. C'est vrai que il vous a aidé. Ça m'a pas changé la vie. Oui, je vais le redonner pour les auditeurs mais après. Ça bien. Vous a éclairé. Mais tant mieux, c'est fait pour ça. Oui, il est très très beau et si des personnes veulent le découvrir, découvrir un sens en sa vie, vraiment c'est très très beau, très dur mais très beau aussi parce que en l'occurrence j'avais gardé. Il avait retourné vers un patient quand il exerçait, donc le docteur Viktor Frankl, le psychiatre. Donc, il avait retourné une question que lui posait un patient. Elle est très courte, donc je vais vous la livrer si vous permettez, Sophie. C'est un monsieur qui avait perdu sa femme, enfin perdu, j'aime pas dire ça, parce que c'est pas perdre en fait, c'est sa femme était décédée et donc il était complètement abattu. Ouais. Et donc, il va voir le docteur Viktor Frankl et il lui exprime son désespoir. Et le docteur l'écoute et après, il lui dit, dites-moi, si vous étiez décédé et que votre femme soit restée seule, est-ce que vous pensez qu'elle aurait été heureuse et qu'elle ne serait pas malheureuse? Je me souviens de cette histoire. Qu'elle aurait été, qu'elle n'aurait pas eu de sentiments, qu'elle ne serait pas. Voilà, je relate pas tout à fait les mots. Hein. Oui, mais voilà, donc, comme ça, écoutez, merci Aline. Oh non, elle aurait été très très malheureuse. Oui, elle aurait été malheureuse. Il vaut mieux que ce soit moi qui sois là. Voilà. Aline, merci, mais il y a d'autres auditeurs, voilà. Je trouve ça magnifique. Aline, il y a d'autres auditeurs qui attendent, voilà. Donc, allez, je vous embrasse, passez une bonne nuit, voilà. Et merci de votre appel. Au revoir. Et puis avant d'accueillir Sylvain pour Annie et les auditeurs qui m'ont demandé de redonner le nom de l'auteur et l'ouvrage dont il était question dans notre échange avec Aline. Alors il s'agit de Viktor Frankl, Viktor donc avec un K et pas avec un C. Frankl s'écrit F-R-A-N-K. Voilà, Frankl, neurologue et psychiatre, professeur autrichien. Et donc, il est auteur d'un livre qui s'appelle « Découvrir un sens à sa vie ». Voilà, « Découvrir un sens à sa vie », et vous le trouvez Amazon, librairie, Fnac, enfin partout où vous le souhaiterez. Bonne lecture à vous. Vous êtes là, Sylvain ? Oui, je suis là. Oui, bonsoir, Sylvain. Bonsoir. Bonsoir. Oui, je vous ai téléphoné parce que je me retrouve en face d'un dilemme. Oui. Une drôle d'histoire qui m'arrive et que j'ai du mal à, on va dire, à démêler. Quoi. Oui. Voilà. Au mois de décembre 2013, j'ai décidé de faire une cure parce que j'avais un problème d'alcool depuis 2 ans pour arrêter l'alcool. Donc je suis parti dans une maison de convalescence dans le sud de la France. Et dans cette institution, on partageait une chambre à 2. Ouais. Voilà, quoi. Donc,
Et dans la journée, bien évidemment, on était avec les autres personnes qui avaient tous le même problème, un problème de dépendance alcoolique. Ouais. Voilà, quoi. Ouais. Et petit à petit, avec la personne avec qui j'ai partagé cette chambre, c'est lié une amitié, on va dire, très 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 forte. Ouais. On était très très proches, tous les deux. Mmh. On est restés 1 mois et demi dans la même chambre, ensemble. Ouais. Et puis sans doute donc, très très soutenu par le combat que vous meniez ensemble, voilà, contre. Oui. Voilà. Moi, moi, j'avais pas trop de soucis. Lui plus, puisqu'il était atteint sur le plan physique, il était en attente d'une grève de foie. Et il avait des gros problèmes au niveau de la rate. Ouais. Donc voilà quoi. Donc en plus des problèmes familiaux, il était divorcé. Il ne voyait plus son fils qui avait 13 ans et tout. J'ai réussi à ce qui renoue des liens auprès de son ex-femme et de son fils. Voilà, donc on a lié des liens très très forts, quoi. Voilà, quoi. Et puis on était très complices, très proches. C'était tout. Les autres qui nous voyaient les autres pensionnaires qui nous voyaient nous disaient qu'on donnait l'impression d'être un vieux couple, quoi. C'était assez drôle. Ouais. C'était donc on est sorti à 2 jours. Lui il est sorti le samedi et moi le lundi matin je partais, quoi. Voilà, donc et lui il sortait pour rentrer à l'hôpital. Et donc je l'ai rejoint à l'hôpital. Je suis resté auprès de lui pendant 4 jours, les 4 jours où il a été hospitalisé. Et puis après, par la suite, ça c'était au mois de février, depuis le mois de février, on se rencontre à peu près tous les week-ends, on passe à peu près tous nos week-ends ensemble, quoi. Voilà. D'accord, il est sorti de l'hôpital là, c'est ça depuis... Et il est sorti de l'hôpital, d'accord. Oui. Et sur le plan de la santé, ça va beaucoup mieux. D'accord. Au niveau de santé, ça va beaucoup mieux. Oui, donc vous vous épaulez vraiment tous les deux, hein? Ouais, on s'épaule tous les deux, et puis et là, ce qui vous pose problème, c'est bizarre, les sentiments qui se développent, parce que moi, je me lève le matin, je pense à lui. Je m'endors, je pense à lui. Toute la journée, je m'ennuie avec les autres personnes. Je ne suis bien que lorsqu'il est à côté de moi, quoi. Et là, il y a 15 jours, il m'a envoyé une lettre. En me demandant d'arrêter de le voir pendant 1 mois. Ah bon? Et de le contacter pendant 1 mois. Au bout d'1 mois, oui, pendant 1 mois, quoi. Et au bout du mois, la seule chose que lui avait désiré, c'était que je vienne m'installer chez lui. Attendez, il vous écrit une lettre pour lui dire de ne plus avoir de contact pendant 1 mois et qu'au bout de ce mois-là, donc comme 1 mois de réflexion, vous prenez ou pas la décision d'aller vous installer chez lui, c'est ça? Voilà. D'accord, voilà. D'accord. Voilà. Oui, je comprends. Vous l'avez reçu là, il y a très peu de temps, Sylvain. Là, ça fait 15 jours que je ne l'ai pas vu, quoi. Et ça fait 15 jours que vous avez reçu cette lettre et que vous avez suivi, enfin, sa demande. Vous avez accepté cette demande. D'accord. Mais j'ai essayé de l'appeler. Il n'a pas répondu. Il me répond pas. Comme ça, je tombe toujours sur le répondeur, comme ça, enfin, sur la boîte vocale, comme ça, je peux pas lui parler, quoi. Donc, je peux rien lui dire. Comment vous avez reçu, sur le moment et depuis ces 15 jours qui se sont passés, qu'est-ce que vous vivez, Sylvain, à l'intérieur? D'abord, au moment de lire la lettre, qu'est-ce que vous avez ressenti? Comment vous l'avez prise, déjà, au tout début? Et puis, comment ça a évolué après? Ça a été un énorme coup de poing. Je suis resté abasourdi. Un coup de poing, Ah ouais, ça a été comme si j'avais un énorme coup de poing.
je comprenais. Donc quelque chose de violent. Vous l'avez vécu de façon violente. C'était violent pour vous quand vous dites oui, coup de poing. Oui, par le fait qu'on ait instauré avant le fait qu'on se rencontre, qu'on passe des week-ends. Qu'il y ait cette habitude, cette complicité tous les jours. Voilà, que toutes les semaines. D'accord, donc pour vous c'était inattendu, c'était violent, comme un coup de poing, comme vous dites. Voilà. Et après Voilà, et lui dans sa lettre, il me marque une chose qui m'a beaucoup perturbé. C'est qu'il me marque j'ai besoin de ta présence physique, de t'entendre ronfler. Alors, c'est des trucs tout bêtes, puisqu'on partage la même chambre. Je suis un homme et je ronfle. De t'entendre ronfler et tout pour bien dormir. J'ai besoin que tu sois à mes côtés. Et donc, je veux que ou alors, après, on ne se verra plus du tout, quoi. Voilà, quoi. Donc. Alors, qu'est-ce qui vous a fait, là, quand vous dites, voilà, c'est cette phrase-là, elle vous a perturbé de quelle façon? Parce que, je vous pose cette question. Oui. Non, parce que tout à l'heure, vous disiez, juste avant de me parler de la lettre, que quand il n'était pas là, il vous manquait, vous n'aviez envie que d'être avec lui. Alors, je me demandais si en lisant ça, ça vous avait fait plaisir de ressentir, de ressentir envers lui la même chose qu'il ressent envers vous, et en même temps effrayant. C'est ce que je comprends. Oui, effrayant. Oui. Parce que si j'ai besoin de sa présence pour me sentir bien, je n'arrive pas à m'imaginer. J'ai jamais eu d'attirance vis-à-vis d'hommes. Voilà, j'ai 58 ans. J'ai été marié, ça fait pas longtemps que je suis divorcé, je suis père, je suis grand-père. D'accord. Voilà, donc j'ai tout le temps eu... Donc c'est clair ça, ce côté-là pour vous. Vous n'avez pas d'attirance sexuelle. D'accord. Et lui, vous pensez qu'il en a eu... Il a quel même âge que vous? Il est dans quelle situation? Non, il a 38 ans. 38 ans. D'accord. Et vous pensez qu'il est dans autre chose que vous? Je n'en sais rien. C'est ça le problème. Et c'est là, et c'est vrai que... si j'accepte d'aller m'installer chez lui, ça me pense à quitter mon travail, à déménager, enfin bon, c'est... Ah oui, alors que là, actuellement, vous arriviez à vous voir, vous me disiez tous les week-ends, enfin très régulièrement, c'est ça, tout en ayant chacun vos vies, enfin lui, j'imagine sa vie et vous la vôtre, enfin vous dites professionnelle. Oui, puisque on a une demi-heure de trajet pour se rencontrer, quoi. Voilà, quoi. Donc, et moi, avec mon travail, c'était pas possible de le voir dans la semaine, et lui, avec son travail, non plus, quoi. Donc, c'était comme ça, quoi. Donc, et Sylvain, depuis ce ressenti du coup de poing, comment ça a évolué? Voilà, qu'est-ce que vous vous dites là maintenant sur le temps qui passe, sur l'échéance qui arrive, voilà, qu'est-ce que vous êtes en train de... L'échéance qui arrive m'attire énormément. Je me dis, je suis quelqu'un qui aime bien l'aventure. Donc, vous dites pourquoi pas. D'ailleurs, quitter votre travail, vous pourriez, c'est une demi-heure de route, enfin je m'en rends pas compte après le travail, si vous finissez tard, c'est peut-être faisable, hein, sans quitter le travail, non? Je sais pas. Mais disons que c'est assez particulier parce que moi je suis sophrologue et je fais des séances de relaxation. D'accord. Et j'ai des groupes le soir. Ah oui, qui se finissent tard, d'accord. Voilà. Donc c'est vrai que si mes groupes m'emmènent à terminer à 21h30. Après, le temps de nettoyer, de discuter un peu avec les gens. Oui, vous n'êtes pas tranquille. Je n'arriverai pas de bonne heure. Et alors, vous dites, en fait, vous êtes un peu coincé, à la fois très attiré. Comme vous dites, j'aime l'aventure, pourquoi pas. Et puis, je suis bien avec lui. Enfin, il y a tout ce que vous venez de dire. Et en même temps, très inquiet finalement de ses intentions à lui. Si ses intentions sont sexuelles ou pas. En fait, c'est ça l'inconnu qui vous tarabuste. Ça sonne aussi, mais je ne sais pas si vous le ressentez comme ça, hein. Dites-moi, est-ce que vous le vivez comme un ultimatum, sa lettre? Oui, parce que je le connais suffisamment.
Et il est têtu comme c'est pas permis de l'être. Ouais. Je sais que si je lui dis non, je ne l'aime même pas tout de suite, il est capable de tout couper et de laisser tomber, quoi. Voilà, quoi. Et là, moi, dans ce cas-là, je le vivrais très mal, quoi. En fait, vous êtes prêt à dire oui parce que vous avez peur de le perdre. C'est là-dedans que vous êtes aujourd'hui, en tout cas ce soir. Vous êtes en train de vous dire, je suis prêt à y aller pour pas le perdre. Ouais, j'ai pas envie de le perdre. Mmh. Et en même temps, je ne sais pas, parce que j'ai pas du tout d'envie physique avec lui, quoi. Mais en fait, et vous ressentez quoi de sa part? Vous devez le sentir. Est-ce que lui, il y a cet aspect-là qui compte pour lui ou pas? Lui, il est tout le temps c'est un charmeur, quoi. Oui, mais comme vous connaissez un peu sa vie privée, vous en avez parlé, il a eu des femmes et des hommes, enfin c'est quoi son histoire? Non, c'est des femmes. Des femmes, d'accord, ok. Voilà, alors donc... mais vous en avez jamais parlé entre vous? Vous avez un peu parlé de vos sexualités respectives, oui, de vos vies, oui. On en a parlé, et lui me disait, oui, si je tombe un jour amoureux, si c'est d'un homme, pourquoi pas, quoi. Il n'a pas d'arrêté par rapport à ça, quoi. Oui. Mais Sylvain, on dirait quand vous m'en parlez que vous êtes un peu piégé, que vous pouvez pas. En fait, c'est si vous acceptez tout, vous voyez, y compris cette relation intime que vous avez l'air, en tout cas, de ne pas souhaiter ou que vous craignez et qui vous attire pas. On dirait que dans cette histoire, c'est lui qui dicte le là de l'histoire et que vous ne pouvez pas dire oui, mais voilà mes conditions, voilà ce que je souhaite. Vous voyez, vous n'êtes pas deux. Attention, parce que là, il y a effectivement, vous le sentez bien, une sorte, on va dire comme ça, d'ultimatum. Ouais. Et si vous acceptez, imaginez en politique, c'est quoi entre deux pays un ultimatum, on accepte, on signe le contrat, on prend toutes les conditions. Mais là, vous êtes entre deux êtres humains. Il ne peut pas vous contraindre. Vous n'avez pas à être contraint. L'un va pas manipuler l'autre. Dans quoi vous allez rentrer après? Je ne sais pas. Voilà. Et c'est ça peut-être qui vous inquiète, Sylvain, c'est que vous sentez qu'il y a plein de choses trappes dans ce truc-là, non? Oui, il y a des choses très graves pour nous deux, parce que ça peut détruire totalement... une amitié? Cette amitié énorme qui existe. Rien. Qu'est-ce qui vous oblige, Sylvain, à accepter? D'accord, il n'a pas répondu à vos appels. Ça, ok. Donc vous avez essayé de l'appeler pour en parler, il n'a pas voulu. Mais qu'est-ce qui vous... En même temps, le fait qu'il n'ait pas répondu, j'ai l'impression que c'est comme si ça vous obligeait à, du coup, accepter les termes du contrat pour ne pas le perdre. C'est-à-dire que son silence vous coince encore plus, quoi. Oui, quelque part, c'est vrai, quoi. Alors qu'en fait, là, il faudrait voir avec vous-même quels moyens vous avez de reprendre un peu la main, c'est-à-dire éventuellement vous d'écrire une lettre en disant que vous l'avez bien reçue, de raconter un peu tout ce que ça vous a fait, ce que vous venez de me raconter, l'aspect coup-poing, l'aspect un peu ultimatum, l'inquiétude quant à la vie sexuelle dont vous ne vous sentez pas ce penchant-là, enfin voilà, de dire ce qui est important pour vous et de dire... Mais vraiment, là, vous venez de me le dire, je suis tentée, l'aventure, j'ai pas envie de perdre notre amitié, je tiens à notre amitié d'homme, c'est quelque chose d'important pour moi, ça fait partie de mon histoire, de ma guérison sans doute, attention, Vous êtes liés par la guérison aussi, tous les deux, sans doute. C'est fort, ça. Oui. Donc, s'il y en a un qui flanche, enfin bon, il y a sans doute quelque chose de fort, là, presque tribal, entre vous. Fort, ouais. Et du coup, il veut pas vous prendre le téléphone, ça ne vous interdit pas d'écrire, de dire comment vous le sentez, et de dire voilà ce que je souhaite. Pourquoi pas un essai, mais voilà ce que je veux bien, voilà ce que je veux pas. Voilà ce à quoi je tiens. Voilà, je veux pas mettre en péril notre amitié, j'ai pas envie de vie sexuelle avec toi. On peut partager un quotidien, on peut partager un toit, pas tous les soirs parce que j'ai mon job, parce que je finis tard, parce que c'est impossible. Vous voyez? Ah ouais. Parce que là, vous êtes déjà dans son système à lui, et vous, en fait, vous ne me dites rien sur quelle est ma latitude, qu'est-ce que moi je peux demander. Lui demande quelque chose, c'est pas parce que quelqu'un vous demande quelque chose que vous devez accepter tous les termes de la demande. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais.
Mais en même temps, si je me pose énormément de questions là, depuis sur moi-même. Oui, oui. Parce que, la femme avec qui j'ai été marié, on a été mariés pendant 27 ans, et tout. Et j'ai eu un amour, mais fou pour elle. Oui, oui. Voilà. Et moi, je suis quelqu'un de total, quoi. Quand je donne, je ne donne pas à moitié, je donne entièrement. Oui, oui. Voilà, quoi. Et donc, je ne comprends pas, j'ai du mal à comprendre. C'est la première fois que ça m'arrive avec un homme, quoi, de me retrouver en dépendance d'un homme, quoi, parce que je sais pas, ça ne m'est jamais arrivé. Oui, oui, ça. En fait, ça vous perturbe parce que vous vous demandez si vous êtes bien celui que vous connaissez être, tout d'un coup. Voilà. Voilà, mais surtout quand arrive à nos âges. Est-ce que vous pensez, Sylvain, que c'est une histoire de représentation de vous-même, la façon dont vous voyez, ou que c'est un peu plus dérangeant que ça, c'est-à-dire que ça va chercher un peu plus profond, il y a quelque chose de bousculé, ou c'est peut-être juste une histoire de croyance et de représentation un peu gênant pour vous, quoi. C'est pas vous cette histoire trop d'hommes. Mais quelque part, je pense que c'est moi, puisque c'est moi qui ressens les choses, c'est moi qui vis ce manque, ce besoin, cette nécessité d'être avec lui, près de lui, de passer mon temps avec lui. Et en plus, c'est vrai que je repense à mes attitudes, parce que depuis que lui est sorti de cure, et moi aussi, on a eu des aventures avec des femmes. Oui. Et moi, mon attitude avec les femmes qu'il a rencontrées, je m'en prenais pas à lui, je ne les critiquais pas quand il était là. Et plus jamais je me suis autorisé à les critiquer. Mais à elle, personnellement, quand j'avais à discuter avec elle, je leur faisais comprendre qu'elle ne méritait pas. Qu'elle n'était pas assez bien pour lui. Ah, donc vous avez ressenti une petite jalousie. Ouais. Et lui, vis-à-vis des femmes que j'ai pu rencontrer, alors lui, il a une autre attitude, c'est qu'il n'arrête pas de critiquer. Envers vous, avec vous. Devant vous. Me dire, oui, mais non, mais tu te rends pas compte, elle est comme ci, elle est comme ça. Ça, elle est ceci et cela. Et c'est une descente en flèche à chaque fois, quoi. Voilà, quoi. Donc, c'est à la limite, il y a eu des moments où il me disait, mais t'arrêtes de m'en parler, quoi. Tu m'en parles pas, quoi. Voilà, quoi. Donc, c'était ça, quoi. Voilà, quoi. Donc, on a une attitude réciproque. Ambiguë, on va dire, un peu ambiguë. Très ambiguë, quoi, voilà. Et c'est cette ambiguïté-là qui me gêne, quoi. Voilà, oui, mais parce qu'il y a en fait, c'est peut-être pas, on ne sait pas. Il y a peut-être une part effectivement intime qui échappe et qui vient de l'inconscient, mais il y a peut-être aussi quelque chose d'un vécu tellement fort que vous vous appartenez dans le combat que vous avez mené, et donc chacun est à l'autre. Il y a Léonora qui dit Sylvain peut confondre l'intimité partagée dans l'épreuve qu'est le combat contre l'alcool, et peut-être que vous pensez avoir et peut-être que votre compagnon là de chambre pense avoir besoin de vous à chaque instant. Il y a peut-être, et puis il y a un autre auditeur qui dit Sylvain, que construire de bon sur cette base, l'amitié respecte et ne contraint pas l'autre. Êtes-vous sûr d'avoir besoin de lui? Donc, vous êtes sûr d'avoir besoin de lui? Oui, c'est une bonne question. Là, vous êtes malheureux là depuis 15 jours. Je suis très malheureux, je perds le sommeil, je mange plus. Mais Sylvain, vous savez pourquoi il n'y aurait pas, je pose la question tout haut, une histoire d'amour entre hommes comme vous, parce que sorti d'un enfer et une vraie rencontre d'affection que vous avez peut-être cherché longtemps l'un et l'autre et que vous avez trouvé l'un dans l'autre.
Et peut-être effectivement que la sexualité, est-ce qu'elle doit en faire partie ou pas, c'est à vous après d'apporter la réponse au moment où vous le sentirez ou pas. Vous pouvez pas le savoir avant. Et non, mais c'est ça le truc. Oui, mais vous êtes, enfin, rien ne vous empêche au moment où j'allais dire où vous y êtes, enfin, vous voyez, au pied du mur, de dire, mais non, en fait, c'est vraiment pas mon truc, quoi. Rien ne vous oblige. C'est un peu, j'ai l'impression que vous êtes en train de me dire, si j'y vais et que lui, c'est son truc, je suis obligée d'y passer. Grosso modo. Non? Oui, j'exagère ou pas? Oui. Oui, parce que quelque part, c'est aussi dans mon caractère, ça. Ah, voilà. Je suis entier. Alors, une fois que tu y vas, mon gars, tu y vas complètement. C'est ça le truc. Voilà, ouais. C'est ça le truc. Voilà, quoi. Ouais, je comprends. Tu vas pas à demi-mesure. Ouais, c'est comme quand on boit, hein. Vous buviez, allez hop, je bois jusqu'à dessous. Non, mais je plaisante, mais vous voyez, c'est un système de personnalité. Méfiez-vous de ça. Franchement, méfiez-vous de ça. Parce que là, c'est peut-être l'occasion, Sylvain, d'apprendre dans cette histoire, et on a des apprentissages à tous les âges, à vous aussi exprimer vis-à-vis de lui dans quelles conditions ça vous va, dans quelles conditions ça vous va pas. C'est-à-dire, vous n'êtes pas son objet, vous n'êtes pas à lui obéir. Il avait un peu de l'ascendant sur vous dans la relation? Non, au contraire, c'est plus moi qui ai de l'ascendant sur lui. Il m'a avoué qu'il a été tenté de boire plusieurs fois et tout, et c'est en pensant à moi qu'il ne buvait pas, parce qu'il savait que moi j'aurais la force de tenir, et qu'il n'avait pas le droit de me tromper à ce niveau-là, quoi. Voilà, quoi. Ouais. Est-ce qu'il vous fait penser à votre père, votre fils, à des hommes de votre entourage? Il y a quelque chose? Il y a un auditeur qui demande par SMS. Un peu à mon père, quelque part, Ouais, un peu à votre père. Et vous aviez quelque chose, un lien, qui s'est loupé ou qui a été très fort? Il était comment? Avec mon père, c'était très particulier, c'est-à-dire que on n'a pas été proches jusqu'à mes 19 ans. À 19 ans, mon père a attrapé un cancer. Et on n'avait pas du tout. Mon père était quelqu'un de très lettré, moi pas du tout. J'étais un enfant tout peu tout plein. Ma mère m'appelait Sirodru. Je rentrais à la maison, je posais mon cartable et hop, il fallait que je sorte, quoi. J'avais beaucoup d'activités quand j'étais enfant, et mon père il était professeur de lettres, et qui lui était quelqu'un de très calme, de très posé, qui lisait beaucoup et tout. Et quand il a attrapé son cancer, j'ai passé les 3 dernières années, j'ai été passé auprès de mes parents. Oui. Et c'est moi qui le lavais, c'est moi qui le rasais, c'est moi qui m'en occupais, quoi. Donc, et tout. Et là, on s'est énormément rejoints, mon père et moi, quoi. Je me suis ouvert à la lecture. Maintenant, je lis à peu près entre 20 et 30 livres par mois. D'accord. Et quel parallèle vous faites, du coup, avec, quand vous me dites un peu mon père, c'est dans le soin de l'autre, c'est dans le fait de l'avoir épaulé dans le combat, c'est d'avoir été proche? Ouais, c'est possible. Ouais. D'où la crainte de relations intimes, hein, parce que vous seriez dans un inceste, là, donc c'est super angoissant pour vous, hein. Ça en rajoute peut-être. Il y a Yvan qui dit, voilà, vous obligez pas à avoir des relations sexuelles, hein. Et puis Morgane, elle dit, mais pourquoi c'est Sylvain qui doit déménager et pas lui? Oui, il y a quand même un truc pas très juste pour vous, qu'il faut rétablir. Un équilibre, là. Oui, mais parce que il me connaît, il sait que je suis un aventurier. Et que, d'accord. Il joue sur la fibre. Oui, ok, c'est ok. Et puis voilà, quoi, je prends mes clics et mes claques et c'est pas grave, quoi. Bon, j'avance, quoi. Puis. Ouais, mais vous brûlez pas les ailes, hein? Hein? Vous brûlez pas les ailes? Enfin. Non. Je sais pas, qu'est-ce que vous en... Moi, je trouve, vous voyez que là, c'est l'occasion pour vous d'essayer de trouver un équilibre en écrivant une lettre et en confiant finalement dans quoi vous êtes, à la fois vos interrogations, votre envie d'y aller, la peine que vous avez et l'inquiétude surtout de perdre cette amitié. Vous voyez, d'essayer de livrer quand même un peu qui vous êtes face à lui, et puis
d'attendre un peu. Oui, mais je sais comment que ça va se passer parce qu'il va me dire bon ben d'accord, on se voit. Et là, je vais le voir, il va faire ses yeux de coquère en me disant qu'il est trop malheureux, qu'il a vraiment besoin que je vienne m'installer chez lui et tout et tout. Et moi, je vais fondre et lui dire ok, ça je sais déjà d'avance. Voilà. Ouais, ça va faire. Donc vous êtes dans un soutien en fait. Ouais. Si ça donne, vous voyez, alors il y a Lilia qui dit, il me semble que vous êtes vraiment amoureux de cet homme qui tient vous aussi. Pourquoi ne pas vous autoriser d'aller au bout de cette histoire? Peur du qu'en dira-t-on. Mais bon, Non, qu'en dira-t-on alors? Non, je n'ai pas l'impression. Hein. Ouais. C'est pas quelque chose à ce niveau-là. J'ai vraiment aucun souci. Je suis quelqu'un de très libre et qui a toujours marqué mes différences par rapport aux autres, sans aucun problème. Non. Vous, ce qui vous tente dans l'histoire, c'est finalement de faire un bout de chemin avec cette compagnie d'hommes que vous appréciez. C'est presque aussi simple que ça, hein, j'ai l'impression. Non ? Oui, mais en même temps, je comprends pas. C'est moi que je ne comprends pas. Oui, c'est votre attirance qui vous bouleverse. C'est que vous êtes terriblement attiré, et quand vous me parlez de votre père, on comprend que si vous faites le lien à votre père, vous imaginez comme l'attirance, elle est angoissante pour vous. Ouais. Donc il y a peut-être un petit truc, je sais pas Sylvain si vous voyez toujours un psy là avec votre cœur, il y a peut-être quelque chose à travailler là, en tout cas défusionner quand vous collez le papa avec lui. Si vous voulez tracer un peu votre route, il y a quelque chose à lâcher, il y a un lien à lâcher. Hein ? Et puis en tout cas, il y a un auditeur qui dit il a bien entendu votre caractère entier, donc cela devient tu viens ou stop. Il existe toujours un entre-deux, une demi-mesure, un juste dosage. Et je pense que là, vous voyez, la vie vous demande d'essayer de trouver le bon dosage pour vous. Oui, mais bon, c'est pas évident, quoi. Oui, mais attention, c'est ce que dit Simonette, hein, il crée le manque, votre avis. Et vous avez peur du manque, hein, c'est votre problématique psy, c'est quoi. ma problématique. Eh ben oui, hein, donc il joue sur votre corde sensible, hein, sur la corde du manque. Et en plus, maintenant, vous avez en plus peur de tomber dans une dépendance. Vous voyez comme ça ravive votre problématique. Peut-être, Sylvain, ça vaudrait le coup de revoir, je sais pas, la personne qui vous suit et de déblayer un peu ce terrain parce que ça éviterait les parasites, autour de la question. Vous voyez, il y a entre votre problématique personnelle, votre histoire personnelle, votre combat, cet homme qui est dans ce combat, il y a plein de choses qui est concentré là. Oui, c'est un concentré énorme. Au niveau affectif, au niveau... problématique psy, voilà. Physique, intellectuelle. Donc il y a pas mal de fils à dénouer, je pense, pour vous, Sylvain. Ouais. Et puis écrivez-lui, restez pas... Voilà, il faut un équilibre. Pensez à l'équilibre dans une relation. Bon courage. Bon courage à vous, Sylvain. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Bonne nuit. Merci de m'avoir écouté. Et puis, bonne émission. Je vous écoute tous les soirs depuis très longtemps. Merci. Et je trouve que c'est important ce que vous faites. Quoi. Merci à vous. Merci, Sylvain. Et important quand vous nous appelez aussi. Merci à vous. Bonne nuit. Merci. Bonne nuit. Au revoir. Pour Dialogue. Sur Europe 1, c'est la libre antenne qui continue encore pendant une heure dans laquelle on peut se laisser aller aux confidences, à la rêverie, mais c'est aussi l'heure de la nuit, après minuit, où les angoisses quelquefois se font un peu plus vives au cœur de la nuit. Alors si vous ressentez le besoin de partager ce que vous vivez, ce que vous éprouvez, je vous invite à composer le 39 21 où vous serez accueillis ce soir par Jeanne. Vous pouvez aussi réagir à tout moment par internet sur le site d'Europe 1
ou par SMS au 7 39 21 en commençant par le mot nuit. Je précise que les auditeurs qui souhaitent passer à l'antenne nous parler d'eux et qui envoient un SMS, il faut nous envoyer votre numéro de téléphone dans le SMS parce que sans cela on ne peut pas vous rappeler, on n'a pas accès à vos numéros quand vous nous envoyez un SMS. Et puis vous le savez, dans cette libre antenne, chacun peut appeler parce qu'il se trouve à un moment de sa vie où il se pose des questions. Donc je compte sur vous et sur vos appels 39 21, je vous attends. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Janine. Oui, bonsoir. Vous vouliez réagir aux propos d'Aline qu'on avait tout à l'heure en début d'émission. Oui, bonsoir Sophie. Bonsoir. Oui, alors si j'ai bien compris, c'est Aline qu'elle s'appelle. Elle s'appelle Aline. Oui, Aline, oui. J'entends pas très bien, je vais mettre mon haut-parleur parce que j'entends pas. Ah non, alors surtout pas Janine, parce que si vous mettez votre haut-parleur, ça fait une espèce de couac à l'antenne et on vous entend moins bien. Mais vous m'entendez là, moi je vous entends très bien. Super. Ça va. Oui, je voulais réagir parce que elle parlait d'atelier d'écriture. Oui. Mais si j'ai bien compris, ça se passait dans un hôpital. Exactement. Oui. C'était son psychiatre qui lui a proposé en fait, voilà. Alors, moi, je fais partie d'ateliers d'écriture depuis 11 ans, mais c'est dans un centre social. Oui, dans un centre social. C'est un centre social. Et ça fait 11 ans que je fais des ateliers d'écriture. J'en suis très, très contente. J'ai eu 3 animateurs différents. Oui. Et ça m'a fait un genre de thérapie aussi. Ah oui. Et puis, je peux vous lire, si vous voulez, le 12 septembre 2013, l'année dernière, à la rentrée, il y avait marqué « Pourquoi écrivez-vous » Oui. Donc, je vais vous dire ce que j'ai mis. Oui, d'accord. Allez-y, alors, on vous écoute, Janine. Ouais. J'écris tout d'abord parce que j'aime les mots. Ils m'emmènent dans de nombreuses contrées. Ils me permettent de décoller de la réalité. Selon mes envies, j'écris en prose ou en poésie. C'est aussi un moyen de communication, un moyen d'expression. C'est parfois aussi une forme de thérapie. En résumé, c'est pour partager des émotions, c'est pour rencontrer l'autre. Ouais. Pour moi, les mots ne sont jamais anodins. Ils reflètent la condition humaine sous toutes ses formes. C'est très beau. Merci Janine. Comment ? C'est très beau. Merci Janine de partager ce texte avec nous. C'était le texte de la rentrée de l'année dernière. Oui. Pourquoi écrivez-vous ? Oui. Et donc ça fait 12 ans que j'en fais et puis j'ai hâte que ça recommence, quoi. Et puis aussi dans l'art-thérapie, je fais... c'est Jeanne que j'ai eu, je ne sais plus le prénom de... Oui, c'est Jeanne. Oui. Je fais des mandalas aussi. Ah, des mandalas. Alors, il y a un auditeur tout à l'heure, effectivement, qui nous a envoyé un message pour dire qu'il avait fait des mandalas, qu'il avait essayé plusieurs choses, oui. Et moi, ça fait 7 ans que j'en fais. Et je crois encore que, parce que j'ai eu des problèmes de dépression et tout ça, c'est c'est la forme qui m'apporte encore le plus possible. Les mandalas. Oui, c'est des dessins d'origine indienne. C'est ça, exactement. Hein. Mais qui ont comme une discipline dans le dessin, quelque chose comme un rituel qui s'installe dans le mandala. C'est très très difficile. Oui, c'est difficile à expliquer. Oui, allez-y, Janine, c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est une dame, c'est une handicapée, mais qui a développé un très très grand mental. Oui. Elle est handicapée des jambes. Elle a développé un grand mental. Et puis maintenant... au début, ce sont des supports. Et on a toutes sortes. On a des crayons de couleur, on a des craies, on a du sable, on a plein de choses, plein d'outils. Et elle nous donne des consignes. Et puis, on fait comme on veut, mais elle nous donne un thème aussi. Et ça fait aller dans les profondeurs de l'âme. Et on est déconcerté par où ça nous entraîne. Mais ce n'est pas pour l'esthétique, Oui, et c'est éphémère, le mandala. C'est éphémère, c'est ça, Janine. Oui. C'est un instant. On capte un instant de l'émotion. Oui, parce qu'on dit qu'on vit toujours dans l'éphémère. Et elle dit surtout, c'est pour lâcher prise. Et puis après, ça nous amène aussi avec des livres de méditation, comme Christophe André, tout ça. Donc, moi, je le conseille, mais il n'y en a pas partout. Oui, sur les mandalas, ça permet de lâcher le mental. Ce que ne permet pas toujours... Alors,
c'est paradoxal, j'allais dire, ce que ne permet pas toujours l'écriture. Si, quand on lâche l'aspect, l'angoisse de l'écriture, dès qu'on lâche ça, on arrive à se lâcher avec les mots, en fait. Mais quelquefois, on est dans notre éducation, on se dit, ah, mais si j'écrivais mal, si c'était pas joli, enfin voilà, on a quand même toute une culture qui peut empêcher les mots. Justement, moi j'ai toujours aimé la littérature, la poésie, la prose, mais on est de toutes sortes et on ne porte aucun jugement. Oui, dans votre atelier là. Ah oui, il n'y a pas de jugement parce que. Mais c'est de l'art thérapie. Enfin, c'est ciblé comme art thérapie ou c'est simplement une. Non, moi atelier d'écriture. Atelier d'écriture. Mais ça peut s'apparenter à de l'art thérapie. Hein. Oui, bien sûr, hein, c'est ce que dit Annick là. Hein, l'écriture est une thérapie de l'âme et les écrits restent. Ah oui. Et puis lire aussi les auteurs nous aide beaucoup à avancer parce que c'est ce que vous disiez dans votre très joli texte, c'est qu'on est dans le partage avec les mots. Ah oui, puis en plus nous on fait un prix littéraire, on lit des livres et après on est... Entre vous? Oui, entre nous. Ah c'est chouette, oui, d'accord. Ah oui. Enfin, moi ça m'a apporté beaucoup parce que c'est mon domaine privilégié, quoi. Et il y en a qui écrivent, vous écrivez de façon suivie, par exemple, je sais pas, des nouvelles ou comme un roman. Est-ce qu'il y en a qui, par exemple, poursuivent une œuvre à chaque séance et qui s'y retrouvent? C'est-à-dire qu'on a eu 3 animateurs et ils n'ont pas du tout la même méthode. Ah oui. Et le deuxième, qui était prof de théâtre, il nous faisait écrire des nouvelles. Ah voilà. Il y a eu le premier était assez, je sais pas comment dire. Le deuxième était plutôt intellectuel, et le troisième un peu ludique, ça dépend aussi des animateurs. Mais le premier était bien parce qu'il y avait un mélange des deux. Ah oui. Parce que des fois, il y a des gens qui se sentent un petit peu inférieurs quand c'est trop élevé. Oui, et puis chacun est à l'aise ou pas dans un certain style. Oui. Donc après, il faut trouver là où on aime bien. Comme on se côtoie tous, on peut aussi se perfectionner par rapport aux autres. Oui, bien sûr. Des choses. Enfin, pour moi, c'était très très intéressant. Et puis. Merci de partager ça avec nous. Il y a Yvan qui précise que effectivement que les mandalas sont tibétains et bouddhistes et non indiens. Alors il se trouve simplement qu'il y en a en Inde parce que il y a des bouddhistes et des tibétains, mais effectivement ça vient du Tibet et c'est bouddhiste à l'origine, Janine. Et il y a André qui dit « Je fais aussi des mandalas et cela me fait beaucoup de bien. J'ai découvert cela en maison de repos. » Ah oui. Ah oui, c'est... Et quand on parle aux gens de mandala, la plupart ne savent pas ce que c'est. Oui. Et puis après, on fait à la fin de l'année, on a fait un mandala éphémère dans la forêt. Oui. On a mis des bois, des feuilles. Et puis, comme tout est éphémère, comme on dit que même vivre chaque instant, parce que chaque instant est éphémère et demain, on ne sait pas ce qui se passera. Mais c'est un don à l'univers aussi, c'est une façon de nous relier. Oui. De nous relier dans l'instant. Relier à l'univers et se recentrer. Oui. Puis on apprend la respiration. Enfin, tout ça, ce sont des choses qui m'ont beaucoup apporté. Beaucoup apaisé. Et je voulais le faire partager. Mais merci beaucoup. Et puis merci pour votre émission. Des fois, je dis je vais arrêter, et puis des fois, je l'écoute depuis le début, parce que j'ai l'impression que c'est comme une famille. Oui, c'est vrai, la Libre Antenne, c'est une famille. Bien sûr, vous avez raison, Janine. C'est amusant ça me fait rire quand vous dites, voyez, des fois je me dis je vais arrêter comme si c'était un peu une drogue, vous savez, comme on dit je vais arrêter la cigarette, ou je vais arrêter les gâteaux. Il y a des fois, il y a des choses tellement poignantes que j'en ai tellement vu que des fois je me dis oh là là, ça va être encore une histoire poignante. Et j'ai peur des fois que ça me perturbe. Mais c'est plus fort que moi, je veux savoir. Oui. Et alors, il y a Fred, 29 ans, qui dit que... j'ai retrouvé son message, c'est gentil de le renvoyer, Fred, qui dit qu'il faisait du mandala et que petit à petit, la seule consigne, c'est partir du centre de la toile, puis lâcher prise pour vider son cerveau qui travaille trop. Oui, et... je pense que c'est humoristique aussi. Il n'y a pas longtemps, parce qu'elle se perfectionne aussi, cette animatrice. Oui. Et elle appelait ça de lâcher les gigotos dans la tête. Ah oui. J'ai trouvé que c'est un terme à reprendre. Oui, c'est un terme à reprendre, c'est vrai. C'est vrai que... on a tous des gigotos, alors il faut... On a des gigotos. C'est pas des gigolos, c'est des gigotos. Bon, écoutez, merci Janine de nous avoir appelés pour partager... J'ai déjà appelé plusieurs fois, des fois. Parce que j'aime bien partager tout ça. Puis j'ai étudié un peu toute seule la psychologie, la philosophie pour m'aider à décoller de la réalité qui est parfois un peu dure. Oui, ça nous donne... on parlait de sens tout à l'heure, de sens à la vie. Mais ça aide à regarder la vie quelquefois autrement et comme vous dites, à décoller.
une forme de support. De support, exactement. Il nous en faut, on en a besoin. Oh là là, oui. Oui, merci Janine de nous avoir appelé ce soir. Au revoir à tout Bonne nuit à vous. Merci encore pour votre émission. Merci de votre appel. Bonsoir Janine. Toutes vos confidences à Sophie Peeters au 3921. 3921. 34 centimes la minute. Nous sommes le 30 août, depuis exactement 23 minutes. Voilà, il y a toute une famille qui veut souhaiter à leur grand-mère un bon anniversaire, une dédicace pour ses 100 ans. Voilà, Madeleine qui a 100 ans aujourd'hui et qu'on embrasse. Voilà, Fabrice envoie un baiser dans l'espace à Madeleine et toute l'équipe de la Libre Antenne. Et puis, il y a Carole qui rebondit. Je vois que le mandala, c'est formidable, ça vous inspire, c'est sympa comme tout. Et il y a Carole qui dit, en partant du centre pour colorier, le mandala stimule et en partant du bord vers le centre, il calme. C'est génial et créatif. Et vous êtes là, Agnès, avec nous. Allô ? Oui, bonsoir Agnès. Bonsoir. Merci de m'accueillir. Alors, ce qui m'amène, je ne sais pas si on vous en a donné un petit peu le fond. Ah vous savez, on a quelques bribes, mais là, tous les auditeurs alors, vous appellent. La question, j'ai un problème à résoudre. Ouais. J'ai donc 64 ans. J'ai rencontré une personne qui a donc 72 ans. Oui. Et il y a peu, nous nous entendons parfaitement bien. C'est une personne qui répond un petit peu à toutes mes attentes. Et la seule question, j'ai pas envie de dire le mot problème, la seule question, c'est que c'est une personne qui ressemble étrangement à mon père, que ce soit physiquement et psychologiquement. Je tiens à préciser que j'ai déjà été mariée par 2 fois, que j'ai 2 enfants. Ça n'est pas une vue de l'esprit, c'est pas du tout, c'est complètement fortuit. Et ça me dérange. Oui, ça vous chamboule. C'est la première fois, Agnès, que, votre ex-mari n'avait rien de... Rien. Voilà, il n'y avait pas d'écho, il n'y avait rien. Oui, d'accord. Pas du tout. Ouais. C'est la première fois et là, je le regarde, je l'écoute. Dans les attitudes, dans le physique. Votre papa est décédé, Agnès ? Oui. Oui. Depuis longtemps ? À quel âge ? 2004. D'accord. Donc vous étiez déjà grande. Oui. Oui. Et quel lien vous aviez avec votre papa ? Des liens qui se sont rapprochés sur la fin. Oui. Mais surtout tout le long, surtout le parcours, des liens agréables. Il vous a manqué, enfant, ce papa, Agnès ? Il m'a manqué depuis qu'il est décédé, oui. Oui, mais petite. Oui, mais je pense pas que ce soit le fond du problème, le manque. Non, je crois pas. D'accord. C'est vraiment quelque chose de très très réel. C'est un peu comme si quand vous voyez votre ami, mon ami, votre ami, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, vous me dites, il a 72 ans, Oui. Et votre papa, il avait quel âge quand il est parti ? Il avait déjà 78 ans, il y a donc 2004, ça fait 10 ans. Oui. Donc c'est pas ça. Non, mais vous gardez une image très précise
de cet homme au même âge. Oui, il avait 79 ans, oui. Oui, ça je comprends, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'image de votre papa à 72 ans, au même âge que cet homme, est précise. Elle est forcément précise. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui. Donc du coup, forcément que l'image peut se former d'autant plus facilement qu'il y a bien une image d'homme au même âge. Là. Tout à fait, oui. Ouais. Et quand vous dites, ça me dérange, ça me trouble, qu'est-ce qui vous, quelles sont les images, quels mots vous metteriez de plus sur ce qui vous dérange? Comment vous metteriez en mots, le fait d'être dérangé? Eh bien, je trouve complètement aberrant de rencontrer une personne avec qui je me sens bien, mais si vous voulez, comment dire, je trouve ça complètement, c'est bête quoi, en fin de compte que ce soit comme ça, parce que ça me, il y a les fameuses. Ça l'éloigne pour vous? C'est repoussant pour vous? Oui. Du coup, c'est repoussant. C'est un peu repoussant. Dérangeant au sens. Pas du tout. Non, alors. C'est pas repoussant, mais c'est pas attirant. C'est pas attirant, d'accord. C'est pas repoussant, mais c'est pas attirant, d'accord. C'est très complexe. C'est le but de mon appel. C'est que ça vous fait complexe. très. Oui. Est-ce que vous diriez. Oui. Est-ce que vous diriez, Agnès, est-ce que le mot peur vous parle? Est-ce que vous diriez que ça vous angoisse, ça vous fait peur? Oui. Tout à fait. Ça crée une angoisse diffuse. Oui, parce qu'il y a les fameux, on va dire le mot, de l'inceste. Bien sûr. Et je suis pas du tout là-dedans. Non. Et il n'y en a pas eu entre votre père et vous? Aucunement. D'accord. Et c'est une personne, je ne lui en ai pas parlé du tout. Mais c'est ça que c'est ça qui vous crée de l'angoisse? Pas du tout. C'est pas la crainte de ça. Ouais. Mais je trouve ça étrange. Et je n'en ai pas parlé à mon ami. Je ne lui ai pas dit, tiens, c'est fou que tu peux ressembler et dans ton physique et dans ta façon d'être à mon père. Je n'en ai surtout pas parlé. Mais vous voyez, ça pourrait être, on pourrait imaginer, je fais une supposition, Agnès, que pour une autre femme, autre contrée, autre histoire, ce soit à contrario complètement attirant. Donc j'essaye de comprendre qu'est-ce qui fait que ça vous crée une angoisse ou que ça vous dérange ou vous ennuie. Vous voyez, c'est pour ça que j'essaye de vous faire mettre des mots là-dessus. Parce que c'est pas, vous voyez, l'un comme l'autre n'a rien d'évident. Ça veut dire que ça parle de vous. Voilà, ça parle de vous, ça parle de votre histoire avec votre père, et cet homme vous parle de vous avec votre papa. Voilà, de quelque chose de vous avec votre papa. Quoi? On ne sait pas. Mais ça n'est pas une vue de l'esprit, je le répète. C'est vraiment très 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 réel. Oui, c'est un ressenti. Je me dis, quand ma famille va le rencontrer, ils vont s'en rendre compte. Et je voudrais pas qu'ils se disent, tiens, c'est l'image du père, elle s'en rapproche parce que ça lui rapproche. Alors que dans les premiers jours, ça ne m'est pas apparu. Et vous pensez qu'au reste de votre famille, ça va forcément apparaître? Oui. Et en fait, c'est de ça qui vous ennuie le plus? Peut-être. C'est le regard de vos proches? Peut-être. Oui. C'est qu'on puisse imaginer que vous avez recherché votre père. Ça vous ennuie? Peut-être, oui. Alors que c'est pas le cas. Oh, pas du tout. Voilà. En fait, vous voudriez pas qu'on puisse imaginer de vous que même votre inconscient vous joue des tours ou que quelque chose vous piège dans cette histoire alors que c'est pas votre intention. Tout à fait. Il y a ça, mais il y a aussi le quotidien que je vis avec cette personne où des fois je me retourne, mais je me dis mais c'est pas possible. C'est une personne qui a beaucoup d'assurance, beaucoup de prestance et des attitudes et ça me heurte. Donc il y a ça dans un premier temps, c'est ce que je vis avec, et ensuite je me dis quel va être le ressenti de mon entourage lorsqu'ils vont se rendre compte que cette personne ressemble autant à mon père. Est-ce que c'est plus le regard des autres ou votre propre regard, Agnès, ou vous diriez autant des deux? Je vais vous dire que c'est les deux. C'est les deux. Mais peut-être plus le mien.
Plus le vôtre. Et vous êtes déjà en relation intime avec cet homme ou c'est quelque chose qui débute? D'accord, ça fait combien de temps? Oh, ça fait pas longtemps. D'accord, ça fait pas longtemps. Non. Et comment vous vivez ces instants d'intimité? Comment vous en sortez? Je n'y pense absolument pas. D'accord. Et c'est quand nous nous promenons. Ah, donc c'est à l'extérieur. C'est dehors. Oui, dehors ou dehors ou en public. Ou dehors ou dans la maison. Enfin bon, mais je veux dire, c'est pas. C'est pas dans des moments intimes. D'accord, c'est pas dans des moments intimes. Non, donc jamais. c'est quand il est un peu plus loin de vous, quand il y a un peu plus de, voilà, quand il y a moins de proximité. Oui. D'accord. C'est là que l'image apparaît. Oui. Oui, tout à fait. Oui, comme quelque chose qui vous surprend. Oui, par hasard, je sais pas, vous êtes dans la cuisine en train de faire un café, vous tournez la tête, vous le voyez et vous dites tiens. Et quand il me parle, et ce qu'il dit, sont ses attentions, d'être très courtois, et c'est pour ça que je vous ai appelé, c'est que je me suis dit mais je sais pas comment faire parce que ça serait presque une cause de rupture pour moi. Oui, j'entends bien. Tellement c'est un danger. Il y a quelque chose qui vous effraie. C'est pas un danger, je le perçois pas comme un danger. Si, c'est pour une cause de rupture. Ah alors pourquoi alors? Il y a un danger, vous êtes en danger là. C'est pas un danger, vous êtes prêt à lâcher et à partir en courant à cause de rupture. Oui. Tellement quelque chose vous effraie. Donc c'est un danger. Quand on est effrayé, on se sauve. Mais pour dire les choses, c'est parce que c'est tout simplement l'image du père qui revient et que j'ai pas du tout. Je sais, étant donné, lorsque je suis en train de percevoir ceci, je sais qu'il y a après la relation intime et je me dis c'est tout simplement pas possible. Oui, donc il y a quelque chose de on pourrait dire de pas assumé, Agnès. C'est-à-dire il y a comme si vous étiez, comme si vous êtes dans l'angoisse, la peur, le danger de l'inceste. Oui, peut-être. Alors c'est vous qui mettez les mots dessus. Oui. Comme si vous étiez, vous acceptiez. Il y a quelque chose autour d'un Oedipe là d'enfant qui s'est pas réalisé. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Ça. Ah oui, mais à un moment donné, il n'y a pas d'âge pour qu'on vienne taper à votre porte sur des surprises. Mais je pense que ce serait bien d'aller. Je sais pas, vous avez déjà vu un psy? Oui. Vous travaillez sur vous. Vous êtes actuellement avec suivi ou avec quelqu'un? J'ai lâché depuis quelques mois. C'était par rapport à la relation que j'avais avec ma fille. Oui. Et tout s'est merveilleusement arrangé. Ah d'accord. Et vous vous entendiez bien avec ce thérapeute? Ça se passait bien? Avec le thérapeute, la personne en question. Bien. Super. Ce serait bien, Agnès, d'aller lui dire que vous rencontrez une difficulté. Ça peut être quelques séances, qui vous aident un peu à y voir plus clair dans ce qui se passe pour vous, parce que voyez en arriver, il me semble, c'est vrai, je vous ai pas posé la question, vous êtes bien avec cet homme par ailleurs? Très bien. Voilà. Très bien. Voilà, oui, c'est ce que je comprenais. Donc et vous avez bien fait de pas lui en parler, de pas l'encombrer avec ça. Je trouve ça très juste de votre part, parce que vous avez compris que c'est une histoire qui vous appartient. Tout à fait. Ça vaudrait le coup, si vous êtes bien avec lui, vous sentez que quelque chose vous appartient là, pas super clair pour vous. Et pourquoi pas? Il y a pas d'inquiétude, il y a quelque chose qui est resté chez la petite fille et ça vaudrait le coup d'aller vous faire aider, de pas rester seul avec ça. Voilà, juste pas rester seul avec ça, d'aller en parler et de prendre un peu le temps d'explorer ce qui se passe pour vous autour de ça. Et peut-être que ce sera quelques séances, Oui, mais alors vous savez très bien que les séances, on les a pas tout de suite. Qu'est-ce que je fais comment je fais? Vous êtes prête vous êtes dans une telle inquiétude que vous êtes prête à lâcher. Ça me c'est une histoire de semaines ou de jours pour vous. Enfin, c'est pas que ça me dérange, c'est que ça me perturbe. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez que vous pourriez faire, Agnès? Je serais prête à arrêter la relation. Alors à faire un break. Et quand vous me dites ça, vous vous sentez comment? Je vous entends très mal. Quand vous me dites ça, vous vous sentez comment? Soulagée ou pas? Je crois. Oui, soulagée. Ça ne me ferait pas peur. D'accord. Moins peur en tout cas que de continuer la relation.
oui, que de continuer à rester dans le flou tant que je n'ai pas une réponse. Mais le thérapeute vous la donnera pas. Il soit bien clair que ça n'est pas cette ressemblance qui m'a attirée vers ce monsieur. Ça n'a rien à voir. Agnès, il y a quelque chose qui est à la fois dans ce que vous racontez, intérieur et extérieur à vous. D'accord. Il y a deux faces d'une même pièce. Il y a effectivement à l'intérieur quelque chose qui angoisse, etc. Mais ce qui angoisse autant, c'est je ne voudrais pas qu'on puisse croire et je ne voudrais pas croire moi-même. Oui, donc à la fois entre moi et entre moi et les autres, que je suis avec lui pour ça. Oui. Et donc vous sentez tellement coupable de ça. Oui. On dirait la petite fille qui est encore coupable d'aimer follement son papa et qui lui est totalement interdit pour cause d'Oedipe et d'inceste. Et ce papa interdit que vous rencontrez aujourd'hui, vous dites ah ben non, je peux pas, c'est papa. Mais voyez Oedipe, le processus Agnès, pardon, le processus oedipien est un processus que, en grandissant, on apprend à dépasser. Vous, c'est comme si cette histoire vous ramenait à vos 2, 3, 4 ans, en disant ça y est, enfin j'ai papa pour moi toute seule. Mais j'ai pas le droit. Et vous savez, la petite fille sait, l'adulte, elle le sait qu'elle n'a pas le droit. Donc c'est terriblement angoissant. Donc vous avez fusionné deux choses. Et il y a comme pas de cloison, vous voyez ? Vous faites de deux choses totalement différentes une seule et même chose qui vous empêche d'avancer. Donc pourquoi pas si vous vous sentez trop en danger, moi c'est pas moi qui veux vous dire il faut ou pas le quitter, j'ai pas à vous dire ça. J'ai juste à essayer de vous dire attention, il n'y a pas le feu. Prenez le temps, éventuellement voyez-le un peu moins pour être un peu plus avec vous-même, mais pas jusqu'à la rupture. C'est pas vous êtes un peu occupé, là vous avez pas le temps, vous avez autre chose à faire, j'en sais rien. Vous pouvez trouver 20 000 stratagèmes. C'est ce que je fais. Voilà, donc ça vous protège parce que vous n'êtes pas en état 2. Et puis, bientôt vous aurez un rendez-vous et puis vous essayez de comprendre. Mais peut-être on parlait tout à l'heure d'écriture, par les mots, écrivez sur votre père, écrivez tout ce qui vous vient, écrivez les images qui vous viennent, essayez de faire des liens, associez toute seule avec le papier, déjà avancez toute seule. Essayez de comprendre que là, vous faites de deux choses distinctes, une seule et même chose, qui, à votre âge, dans votre histoire, est pas très juste. Mais j'ai déjà été mariée 3 fois. Et vous voyez, c'est très bizarre. Je souhaitais vivement retrouver quelqu'un et il se trouve que le hasard fait que... Et c'est peut-être ça qui me perturbe le plus. Bon, enfin, je vais suivre... Qu'est-ce qui vous perturbe le plus, Cody ? C'est que j'ai vécu une vie tout à fait normale. Ah, et pour vous, vous êtes anormal, parce que la petite fille est tombée amoureuse de papa, et c'est anormal. Mais Agnès. Non, mais j'étais amoureuse bien avant, puis j'ai eu 2 bien enfants, sûr, Agnès, mais c'est une image que je vous donne, vous voyez. Ah oui, d'accord. Et vous vous sentez anormal d'être attiré par cet homme, vous avez honte. Oui. Il y a quelque chose de la honte que j'entends. Tout à fait. Oui. C'est pas juste, Agnès. Votre papa, il est parti. C'était la petite fille. Et je pense que vous, la petite fille, vous l'avez adoré, votre papa. Vous l'avez adoré. Mais adoré. Et tant mieux, hein. Mais du coup, vous savez plus quoi faire de cet amour pour cet homme-là qui lui ressemble tellement. C'est presque interdit. Ça brûle, quoi. C'est donc, voilà, ça brûle. Ça fait mal. Donc prenez un peu le temps, d'accord ? Mais c'est bien compliqué. Oui, c'est compliqué, mais en vous apaisant, en étant avec vous, allez lire 2-3 choses, voilà, sur le complexe d'Oedipe, essayez de comprendre où ça s'accroche chez vous, qu'est-ce qui s'est pas réalisé, comment, essayez de décrire vos souvenirs de votre papa toute petite, quel homme il était, quelle image vous avez, regardez si les images correspondent vraiment ou si vous qui fantasmez. Qu'est-ce que vous fabriquez de votre souvenir, voyez, essayez d'explorer plein de pistes comme ça, ça va vous aider. Très bien. Bon courage Agnès. Merci pour votre gentillesse. Bonne enquête. J'apprécie beaucoup vos interventions. Oui, bonne enquête. Au revoir Agnès. Merci. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Bruno. Bonsoir. 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 C'est bizarre parce que ma sœur aînée, je sais qu'elle vous écoute. Alors vous dites, si ma sœur aînée vous écoute, elle m'écoute aussi. Voilà. Oui. J'espère qu'elle... on ne sait pas. J'espère qu'elle n'écoute pas. 00h44, elle dort peut-être ? Ça craint. Bon, c'est intimidant de vous avoir, mais c'est un ravissement aussi. Et de vous avoir et d'avoir sûrement
pas mal d'oreilles aussi, mais c'est pas grave. Ouais. Voilà, je m'appelle Bruno. Et j'ai un petit souci, c'est que j'arrive pas à finir Enfin, c'est un peu à l'image de ma vie. J'arrive pas à finir, à entamer la deuxième partie d'un livre de Guy Corneau. Deuxième partie de votre vie. Vous avez quel âge, Bruno ? J'ai 36 ans. Ah, et vous êtes déjà à la moitié. Deuxième partie. Non, j'arrive en sachant qu'il y a plusieurs finir parties. Un livre j'arrive pas à entamer la deuxième partie d'un livre où il aborde la finalité d'arriver à être heureux soi-même. Ouais. Ça s'appelle Le meilleur de soi. Oui, de Guy Corneau, hein, Le meilleur de soi. Guy Corneau, qui est un excellent. J'ai déjà lu un ouvrage de lui qui s'appelle Père manquant, fils manqué. Oui. Excellent ouvrage aussi. Ouais. Et là, ça fait 2 mois, là, j'arrive pas à entamer la deuxième partie du livre. Où là, il aborde la partie réminiscence, en fait. Réminiscence, oui. Enfin, ouais. Parce que alors, qu'est-ce qui ça provoque chez vous, cette lecture, Bruno ? Ça me met en face de toutes les douleurs que j'avais au fond de moi. De votre histoire de vie. De cette fuite en avant pour se mettre en sécurité, sans penser à l'essentiel qui sont l'amour. C'est un peu difficile de vivre comme ça, quoi. Ouais. Au final. Ouais. Au final. En fait, je vous explique mon parcours très vite. Ouais. Donc ça commence petit, j'ai perdu ma marraine, je devais avoir 5 ans. Donc ma marraine qui m'adorait et que j'aimais beaucoup. Bah oui. Moi j'ai eu des TOC, j'ai développé des TOC. Ouais. Et puis ensuite j'avais mon père qui lui il m'avait annoncé sa mort quelques années auparavant. Il m'avait dit un jour je serai plus là et tu devras être le chef de famille. Tu devras être le chef de famille, t'occuper de tes sœurs. J'ai une mère handicapée qui a une polio. Et donc votre papa savait qu'il était malade ? 3 sœurs. Non, il ne savait pas, mais il est mort d'une rupture d'anévrisme du jour au lendemain. Et vous avez dit ça déjà ? J'avais 9 ans. Vous aviez 9 ans ? Il m'avait dit ça, j'avais 7 ans. Il m'avait dit un jour, donc je n'avais pas compris sur le coup. Oui, comme s'il sentait. Un jour, je ne serai plus là et tu devras être le chef de... Comme on dit, comme ma père peut dire à un petit garçon. Voilà, tu devras t'occuper de ta mère, tu devras t'occuper de tes sœurs, être l'homme de la maison, respecter tes sœurs, t'occuper d'elles. Et tu devras trouver une femme un jour et lui donner un garçon à qui tu donneras ton nom. Parce que je suis le dernier. Enfin, tout ça, je l'ai mis de côté. Maintenant, je m'en fous un peu maintenant. Donc, tu devras lui donner ton nom. Donc, et puis à 9 ans, c'est arrivé. Du jour au lendemain, rupture d'anévrisme. Donc, j'ai essayé de montrer. J'ai été ma mère. D'être fort, d'être le petit garçon fort. Mais ma mère, elle avait jamais vraiment. Et puis dans tout ça, mon père aussi, quand il avait sorti ça, il m'a jamais parlé d'amour. Enfin, j'ai pas de souvenir. Il m'a dit je t'aime. Donc voilà, j'ai grandi comme ça. Donc j'avais encore des tocs, évidemment. Donc je me suis débarrassé avant de rentrer au lycée parce que je me voyais pas trop rentrer au lycée comme ça. 1 mois après la mort de mon père, d'ailleurs, j'ai perdu mon papy aussi. Mais bon, j'avais été en colère sur le coup et j'avais mis tout ça de côté aussi. Et donc mon papy, lui, il est mort 1 mois après mon père. Comme il était pas bien, j'étais allé le voir un soir, il m'avait dit de toute façon, vous inquiétez pas, vous serez bientôt débarrassé de moi. Il est mort comme ça. Et il souffrait, il est mort de sa belle vieillesse. Et donc j'ai remonté petit à petit, et j'avais un soutien, mon meilleur ami, qui s'appelait Mathieu.
Et au lycée, j'ai redoublé ma seconde et il m'avait bien aidé. Il était en terminale scientifique. On voulait faire pilote tous les deux. Ouais. Ouais, on avait ce rêve-là en commun. On voulait faire pilote. Et après ma deuxième seconde, j'étais vraiment bien remonté. Je voulais vraiment... il y avait deux plans. Enfin, il y avait ce plan professionnel. Voilà, j'avais bien en tête de réaliser ce rêve avec mon meilleur ami. Ouais. De pilote, donc. Voilà, ouais. Il m'avait vraiment aidé. Je carburais très, très bien. Je faisais vraiment... Enfin, voilà, il y avait une professeure qui m'avait dit que j'avais tout compris, quoi. Ouais. Professeur principal, à la fin de ma deuxième seconde. Elle dit vraiment, tu as tout compris ce qu'il faut faire. Et c'est vrai que j'étais vraiment bien, quoi. Et en fait, mon meilleur ami est décédé. Il est décédé dans un accident de voiture. J'étais pas dans la voiture, je suis pas dans l'accident, mais avec un ami du groupe d'amis. Ouais. Donc il est décédé ça fait beaucoup, le 1er juillet 95. Voilà. Moi j'avais 17 ans. Et ses obsèques, c'était le jour des résultats de son baccalauréat, avec mention. Voilà. Parce que lui, il était en terminale, moi j'étais en seconde, j'avais redoublé le CP. Ouais. Et la seconde. Voilà, et donc là, je suis parti un peu en sucette. Bah oui, il y a de quoi. Hein. J'ai tout fait en dilettante, en fait. Oui, bah oui, mais vous voyez, vous perdiez des repères, un ami avec lequel vous aviez un projet très fort. Ouais. Il y avait de quoi. Hein. J'ai tout fait en dilettante. Je sortais du mercredi au samedi. Enfin, je faisais la fête. Il n'y avait plus de sens, quoi. Il fallait vous étourdir. Vous êtes étourdi. Je m'étourdissais bien. Bah oui. Je m'étourdissais bien. Je prenais des risques assez insensés. Bah oui, bien sûr. Hein. Quand je me mettais en danger. De manière à frôler la mort. Bah voilà. Ouais. Je me mettais... Voilà, et puis j'ai été comme ça jusqu'en BTS Commerce International. J'ai fait un BTS après. Vous avez lâché le projet de pilotage, Bruno ? Non, en fait, j'ai essayé de le réaliser il y a quelques années là. Ouais. Après, je suis devenu steward. Ouais, c'est derrière dans les avions. Derrière le poste, vous êtes dans les airs quand même. Ouais, voilà, je suis responsable je suis responsable de cabine. C'est pareil. Ouais, super. C'est sympa, mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai un goût de non abouti, quoi. Un peu, c'est un peu difficile. Hein, des fois, vous pourriez en parallèle passer votre licence de pilote privé, non ? C'est possible ? Avec des heures de vol ? J'aimerais bien, mais j'arrive pas. Je suis un peu dans une sorte d'inactivité. Oui, on entend un peu dans votre voix là. Il y a Osiris qui dit être pilote de sa vie. C'est pas mal ça. Mais en fait, c'est ce qui vous manque, c'est d'être pilote de votre vie. Voilà. Et aujourd'hui, Bruno, est-ce que vous faites aider, vous êtes accompagné dans ce travail ? J'entends donc que vous lisez des livres, pas mal de développement, que vous venez de loin, hein, vous faites tout un parcours. Ouais. Et là, vous trouvez que vous êtes un peu quoi ? En panne ? Vous vous en voulez un peu de pas mettre en œuvre finalement le projet de vous et de votre ami ? Je m'en veux, de pas l'avoir mis à l'époque en place. En fait, à l'époque. Mais l'époque, c'était l'époque. Bruno, Parce que c'est quelque chose de fort. Pilote privé, j'y pense, mais après il y a l'aspect financier aussi. Oui, ça coûte cher, mais si vous avez un salaire en étant steward, c'est des heures de vol, hein, une licence de pilote privé, hein. Ouais, c'est clair. Bah oui. Qu'est-ce qui vous empêche là aujourd'hui ? Et ce qui vous empêche, c'est de pas l'avoir réalisé à l'époque, c'est ça ? C'est ce que je comprends. Aujourd'hui, j'ai une fille. Ouais. Après, c'est vrai que je pourrais piloter en privé, puis l'amener à faire des petits tours. Bien sûr. Ça pourrait être sympa. Et c'est vrai, mais ce qui m'empêche, c'est que à côté de ça, il faut quand même être bien dans ses baskets quand on aborde même le pilote privé, parce que c'est pareil.
Et aujourd'hui, je suis en train d'acquérir un appartement sur Paris après mon divorce, en région parisienne. Ah, vous venez de divorcer, Bruno ? J'ai divorcé, ouais. J'ai signé le divorce en septembre. Là. En septembre l'année dernière. Septembre l'année dernière. Ouais. Donc, oui, il y a tout je suis en train de temporiser tout ça pour. Ouais, je comprends. Je suis en train d'acquérir cet appartement. Là, je suis en coloc, mais puis c'est vrai que j'ai beaucoup de moments où je passe à pas faire grand chose, quoi. Qu'est-ce que vous vous dites sur votre vie aujourd'hui, Bruno ? Quand vous la regardez, vous dites quoi ? C'est quoi ce qui tourne dans votre tête ? Je me dis que je me suis pas mal démerdé, quand même. Bah ouais. Mais je me dis que, si vous voulez, au niveau de l'amour avec les femmes et tout, j'ai toujours été avec des femmes pour leur apporter quelque chose et pour les tirer vers le haut. Pour les sauver, un sauveteur, ouais. Ouais. Et ce qui me manque à moi, c'est qu'on vous sauve. C'est un peu comme ça, ouais. ouais. Bah oui, mais c'est ni l'un ni l'autre vous savez qu'un sauveteur, il cherche un bourreau, il passe en mode victime. Enfin, vous voyez, ça, vous connaissez, j'imagine. Ouais. Et personne... c'est vous, quand vous serez sauvé vous-même, j'ai envie de dire, que vous rencontrez une âme sœur qui fera le bout de chemin, quoi. Vous voyez, avec vous. Alors, moi, comme vous me dites que vous aimez bien lire, Bruno, ça tombe bien, parce que moi aussi. Et j'ai envie de vous conseiller un livre qui n'est pas complètement un livre de développement personnel comme ceux que vous lisez, qui est un livre écrit par un philosophe, et qui est un très très joli livre que je trouve qui irait très très bien avec votre histoire et votre problématique, qui se lit facilement et qui en plus... d'une belle écriture et très poétique, enfin qui touche à l'âme. Et quand je vais vous dire son nom, ça va sans doute vous parler. Le livre s'appelle Revivre. D'accord. Revivre, le sous-titre du livre, c'est Éprouver nos blessures et nos ressources. Et vous êtes un peu là-dedans, il me semble. L'auteur, c'est Frédéric Worms, W-O-R-M-S. Et c'est paru chez Flammarion. Et c'est magnifique parce qu'il explore tous les termes du verbe revivre, en fait. À la fois, on revit quand on revit dans le passé, parce qu'on se souvient d'eux. On revit un événement. C'est le travail, quelquefois, en analyse. Et puis, on revit aussi parce qu'on renaît. Et que c'est un verbe étrange dans notre langue qui a deux sens, un passé et un avenir. Et vous êtes là, dans ce milieu de guet, entre passé, qui vous tiraille encore, et puis avenir dans lequel c'est compliqué de se projeter, et vous sentez pourtant, vous me dites au début, je suis à un autre chapitre, quoi. Je sens qu'il y a un autre chapitre à écrire, en tout cas. Et voilà, ça peut peut-être vous aider. Et puis repenser à votre projet. Vous savez, même si il n'est pas tel qu'il devait être réalisé à 17 ans ou 18 ans, la vie a un peu dévié la route de votre avion. Mais c'est pas pour autant que il continue de voler, quoi. Ouais. Vous voyez ? Ouais, c'est vrai. Et que vous vous en voudrez si vous n'allez pas vers quand même quelque chose qui avait du sens à l'époque. Ça peut vous redonner des ailes, pour reprendre une image, de prendre le manche d'un avion, moi je crois. Ouais, mais le truc c'est qu'aujourd'hui j'ai du mal à prendre du plaisir dans pas mal de choses. J'ai quand même du mal à me réjouir. J'ai presque de la dysthymie, quoi. C'est assez terrible. Du mal à vous réjouir parce que, quand vous dites victime, c'est que comme si la vie vous avait un peu mis au tapis, un peu abattu, quoi. Ouais, c'est un peu de la dysthymie, c'est un peu de la fatigue. Ouais, plus de goût. Fatigue, vous avez plus de goût. Je regarde autour de moi et je réalise... tout ça pour ça. Tout ce que j'ai fait tout seul. Je réalise pas mal de choses, en fait. Et ça, et c'est un peu frustrant, quoi, des fois. De l'avoir réalisé seul, mais on est toujours tout seul, Bruno. Ouais. On réalise tout seul. On partage avec d'autres, on fait des bouts de chemin, on s'épaule, on s'aime, on partage, mais on est tout seul. Triste, mais c'est comme ça. Vous voyez ? Et c'est plutôt, je trouve assez formidable quand vous dites, et d'ailleurs vous me l'avez dit tout à l'heure, quand je regarde mon chemin, je suis plutôt assez content
Et j'espère bien, parce que votre ressource, elle est là. Elle est dans la force d'avoir fait ce chemin, oui, seul. Mais c'est peut-être le petit garçon qui est encore tout triste d'être tout seul. C'est lui. C'est celui qui a encore 8-9 ans aujourd'hui, qui en a assez. À qui son père a manqué, sa marraine a manqué, les gens qu'il aimait lui ont manqué, il a dû prendre tout sur ses épaules un peu trop rapidement. Et c'est un peu lourd tout ça pour lui. Ouais. J'ai bien lu, j'ai bien noté votre livre. Ouais, j'espère que ça va vous aider. Et puis du coup, ça me donne une idée. Vous voyez, de mon introduction de vendredi prochain, je vous parlerai de cette histoire où on parle souvent de l'enfant intérieur. Et vous voyez, l'échange avec vous m'y fait penser. Donc je reviendrai sur cette histoire, Bruno. En tout cas, je vous souhaite vraiment de déployer des ailes. Osiris qui dit des ailes pour elle. C'est joli. Ok, bon, je vous dirai. Bon courage à vous et bonne nuit. Bonne nuit, Bruno. Merci à vous. Bonne nuit. Il est 1h. Vous écoutez Europe 1. On se retrouve vendredi prochain. Et tout de suite, le flash Fanny Blechner. Bonsoir, Fanny. Bonsoir, Sophie. Bonsoir à tous.